Selam selam, ce que vous apprêtez à voir, c'est la deuxième partie de ma réponse à Grandeur Noire. Ici, on va parler des Mursi, de leur culture, de leur histoire. On va essayer de la comparer un petit peu à la narration qu'en fait Grandeur Noire. Je tiens à préciser et à répéter qu'aucune culture éthiopienne ne vaut plus que l'autre. Simplement, je tiens à rétablir la vérité sur les Mursi par rapport à ce que dit Grandeur Noire. Et après, on va un petit peu parler de l'envers du décor, du background de ce dont elle parle. Quel est le sous-texte? Donc je sais que ça va être un peu long, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des titres de parties, des chapitres. Vous allez au chapitre auquel vous voulez. Il vaut mieux regarder l'entièreté de la vidéo si vous pouvez, mais après je comprendrai que ce soit un peu trop long. Donc voilà, je vous ai mis le chapitrage. Ah, et au fait, il y a quelques petits problèmes de son. Soyez indulgents, j'ai eu des gros soucis avec mon micro, mon ordi, il est littéralement en train de mourir, donc on va être indulgent avec lui. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Si vous vous intéressez à l'Éthiopie et même à l'Afrique en général, vous avez déjà vu passer cette esthétique-là. Une femme à la bouche déformée par un immense plateau. Elle choque, elle marque le public et elle est particulièrement appréciée pour plusieurs raisons. D'abord, elle représente une déformation impressionnante du corps humain, comme le cou des femmes girafes en Thaïlande ou bien les pieds bandés en Chine. Ensuite, les femmes qui portent le labret représentent un esthétisme très particulier en Afrique. Elles représentent une sorte de fenêtre spirituelle, un monde que les standards de beauté et d'acceptation occidentaux n'ont pas pénétré. Ces mêmes standards qui ont infiltré quasiment toutes les sociétés mondiales. Elles représentent par leur plateau une sorte d'uchronie. Quel aurait été notre continent si les envahisseurs, qu'ils soient européens, occidentaux ou arabes, ne l'avaient pas soumis? Enfin, de façon purement esthétique, elles permettent aux artistes, notamment afro-futuristes, de s'inspirer du corps humain et de sa flexibilité. La figure de la femme Mursi se retrouve pratiquement partout dans le monde occidental quand vous tapez Éthiopie sur Google. Elle se retrouve même dans le film Black Panther, véritable cri de ralliement, créé pour la communauté afro-américaine, et on va en reparler, mais qui a séduit le monde afro-descendant en général. En effet, on trouve dans le film un conseiller porter le labret, 6 caractéristiques juste là, et les fameuses scarifications. Elles se retrouvent aussi dans les plus grands magazines et autres films sur la diversité du monde. Les tribus de l'Homo sont si particulières aux yeux occidentaux qu'elles en occultent presque tous les autres peuples. Comme si c'était deux réalités différentes, inconciliables, incapables de s'entendre. C'est bien sur cette séparation, la même que Razzol avait fait un siècle plus tôt, en séparant l'Afrique noire de l'Afrique blanche, que Grandeur Noire va jouer. Elle va se poser non pas en victime, non pas en attaquant, mais dans une position très particulière, le syndrome du sauveur noir. Mais avant de vous expliquer ce qu'est le syndrome du sauveur noir, laissez-moi vous parler du peuple Mun, tel qu'il est. Où peut-on trouver les Mursi? C'est une vraie question. L'Éthiopie, c'est un pays qui fait 2 fois la France. J'ai déjà fait une vidéo sur son système fédéral et est séparé en 11 régions. Celle qui nous intéresse, c'est la région des nationalités et peuples du Sud. Elle s'étend sur le sud-ouest, frontalière du Soudan du Sud et du Kenya. Cette région-là, c'est de loin la plus diversifiée d'Éthiopie. Il y a 11 ethnies à elle toute seule. C'est de cette région que vient d'ailleurs le chanteur Tariku Gunkissi qui a fait un featuring avec Akon sur cette chanson qui est clairement un des plus grands bangers de l'année 2020. West Africa, North Africa, East Africa, Addis Ababa, have the same vision, Muslim and Christian. Mais ce qui nous intéresse, ce sont 2 zones précises qu'on appelle les Woreda. Les Woreda d'Ebeb Omo, donc Omo du sud, et le Woreda Bench Maji. Ces 2 zones s'articulent autour de la rivière de l'Omo. C'est là qu'on trouvera la plupart des peuples de la vallée de l'Omo, ceux qu'on voit énormément dans les médias occidentaux quand on va faire des reportages sur l'Éthiopie. On peut y trouver les Amers, avec leur coiffure enduite d'argile rouge, on a les Nyangatom et leurs bijoux colorés, ou les Bodi et leur fameux concours de beauté pour hommes où il faut avoir le plus gros ventre possible. Tous ces peuples sont certes considérés comme éthiopiens au niveau
international et au niveau de la nationalité, mais il est possible d'en retrouver au Soudan du Sud au vu de leur mode de vie commun. Tous ces peuples sont semi-nomades ou certains complètement nomades. Parmi eux, on retrouve les Mursi, qui d'ailleurs préfèrent qu'on les appelle les Moun. Le nom Mursi a été donné par les autorités éthiopiennes et par les voyageurs. Mais nous, on va les appeler les Moun, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Les Moun parlent le Souri, c'est une langue de la famille sourmique, qui elle-même est reliée à la famille nilotique. Ils partagent cette langue avec les Bodi au nord et avec les Tchai. Je le rappelle, c'est une langue nilotique qui vient du Soudan du Sud. Leur langue est de base orale, mais elle a été retranscrite en alphabet latin, donc l'alphabet européen, et en alphabet ge'ez. Les Moun vivent dans ce qu'on appelle le Mursiland, le pays des Moun, entre la rivière de l'Omo et la rivière Mago. En termes de population, ils représentent entre 5 et 10 000 personnes à l'heure où je vous parle, séparés en 18 clans de différentes tailles et plus ou moins isolés. Si vous devez retenir un nom en termes d'études sur les Moun, retenez celui de David Surton. Cet homme s'est intéressé au mode de vie, à la culture et à l'histoire des Moun pendant près de 40 ans. Et il a produit énormément d'articles, d'enregistrements audio, de documentaires, de photographies, où il détaille, répertorie, explique le point de vue des Moun sur le monde, mais aussi leur place en Éthiopie. Il a produit notamment près de 6 documentaires étalés sur 30 ans sur ce peuple précisément, et sur ses interactions avec les autres. Il est resté lié aux Moun et a lutté pour leurs droits humains et pour la reconnaissance de leur culture jusqu'à sa mort en 2023. Pourquoi est-ce que je me base sur son travail précisément ? Pour une raison simple. Via son travail, on peut observer une évolution du peuple Moun et de sa culture, mais aussi leur déplacement géographique, et il le fait de façon respectueuse, alors même que la plupart des autres anthropologues ou voyageurs les ont souvent regardés comme des espèces de bêtes de foire, des espèces d'animaux humains. Il a beaucoup travaillé avec les Moun eux-mêmes, et il a même écrit avec certains d'eux, comme Jodolmo, qui est mentionné dans plusieurs de ses textes. De plus, entre quelqu'un qui va passer un après-midi avec eux dans un cadre de tourisme et quelqu'un qui vit avec pendant des années, excusez-moi, je préfère me fier à la deuxième option. Mais alors, quelle est l'histoire des Moun ? L'histoire des Moun est particulière parce qu'elle dépend de plusieurs points de vue. Le point de vue de la tradition écrite et le point de vue de la tradition orale. Vous devez comprendre que la notion de passé est différente selon chaque peuple. En Occident, qui vit sous influence européenne, la recherche du passé est liée à la façon dont s'est construite l'histoire. On veut savoir comment on en est arrivé là. Mais chez les Moun, le rapport au passé est différent. L'important, c'est pas de se focaliser sur des événements précis, répertoriés, qui ont mené à cette situation, mais plutôt de justifier cette situation actuelle. Pour reprendre les mots de David Surton, le but n'est pas tant d'expliquer comment un groupe s'est formé que de montrer qu'il était destiné à exister. Les Moun sont un des nombreux peuples africains qui ont une tradition orale, passée de génération en génération, et expliquent bien que leur présence dans la région de l'Omo est plus le résultat d'une migration choisie que d'un retranchement forcé. L'histoire qui nous est parvenue vient de Jodolmo, un homme mouni d'une 50aine d'années, très actif politiquement et vétéran de son propre clan, le clan Boumaï. Les Moun formaient autrefois un seul peuple, séparé en 5 clans. Les Komorte, les Boumaï, les Djouhaï, les Garakuli et les Gakissi. Tous vivaient dans les collines de Dierka, près d'une source chaude, nommée Chaora. Ils vivaient notamment de l'agriculture, mais aussi du lait que donnaient leurs vaches, qui broutaient l'herbe fraîche qui entourait la source chaude. Un jour, 2 taureaux disparaissèrent du troupeau, puis revinrent un peu plus tard, cette même journée. Cet incident se produisit plusieurs jours de suite. Intrigués, les 2 clans auxquels les taureaux appartenaient décidèrent de les suivre. Et c'est ainsi qu'ils découvrirent la rivière Omo. C'est l'histoire qu'a racontée Jodolmo à Thornton quand il lui a posé la question dans les années 90. Mais si on prend les choses du point de vue de l'Occident, quand on prend les choses de façon chronologique, alors on a un autre point de vue. Les plus anciennes traces des études sur le peuple Moun sont apparues dans le travail de Vittorio Bottego, un explorateur italien en 1896, juste après la fin de la guerre. Il expliquait qu'il était extrêmement complexe de les approcher, parce que les Moun se protégeaient à la fois des explorateurs européens, qui étaient connus pour exploiter leurs forces physiques, les évangéliser de force et exploiter leurs terres, mais aussi de l'armée impériale éthiopienne. Pourquoi la garde impériale ?
Eh bien parce qu'à la fin du 19e siècle, à partir des années 1880, l'empereur Ménélique continue les projets d'expansion d'empire commencés par l'empereur Théodros et attaque les royaumes du sud, comme celui de Jima, de Sidama et du Kanso. Le territoire des Mursi a été conquéri entre 1899 et 1900, juste après la fin de la première guerre italo-éthiopienne. À cause de cette peur des enlèvements, il était extrêmement difficile pour des étrangers d'avoir un vrai lien et de leur parler avant la fin de l'esclavage et de l'Empire éthiopien. C'est pour cette raison qu'il existe peu de preuves et d'articles sur leur culture datant d'avant les années 60. Et comme la culture des Moun est axée sur l'évolution et la tradition orale poétique, comme leur notion du temps est différente de la nôtre, en fait il est très difficile de comprendre les événements passés de façon très claire. Mais David Surton, comme je l'ai dit, a réellement gagné leur confiance, et il a réussi à composer une sorte de fresque historique sur 2 siècles. Il découpe cette période en 3 événements marquants. D'abord, vers le milieu du 19e siècle, le clan s'est séparé depuis l'ouest, des collines d'Irka, vers le sud du Mursiland, dans les environs de Kurum. Donc ça correspond à ce que raconte Jodormo. Cet événement est donc extrêmement important pour l'identité des Moun. Ensuite, dans les années 1920 et 1930, les Moun se sont séparés vers le nord, dans un territoire un peu mieux arrosé, plus en amont. La frontière nord effective du territoire Moun était donc la rivière Mara. Dans les années 60, le parc national de l'Omo, dédié à les protéger, est créé. Mais comme vous le savez, la Corne de l'Afrique a été frappée dans les années 70 par une violente sécheresse. Et tout le territoire éthiopien a été touché, depuis les Amara jusqu'aux Oromo, depuis les Moun jusqu'au Somalie. Cette sécheresse, combinée à un épuisement de leurs réserves et à l'arrivée de la maladie du sommeil, a mené à la première famine de l'histoire des Moun. En 1973, plusieurs clans Moun se sont déplacés vers le nord, sur le territoire des Bodi et des Ari. Cette même année, les tensions entre les Bodi, les Ari et les Moun commencent, alors même qu'ils étaient pourtant en bons termes depuis les années 50 et leur arrivée dans la région. Les Ari sont un peuple sédentaire et vivent de leur agriculture en majorité, donc leur terre est un de leurs seuls moyens de subsistance. Ils voient donc l'arrivée des Moun en masse et l'inquiétude commence. Les Bodi, quant à eux, ont un mode de vie assez similaire. Ce sont des pastoraux, nomades également, mais leur territoire se situe entre 2 rivières, ce qui fait qu'ils ne sont pas obligés tout le temps de migrer pour trouver des pâturages pour leur bétail. The main Bodhi spokesman is a man called Golam Minta. He speaks the Morse language fluently, but he's a tough negotiator. Na keli rena nganga na katate una berpora pehang o na yoga nganga uliwa okuye parkuya yo biu ayango yibu ko je ngaro ya ne ba abu ne kong Mais il faut comprendre quelque chose. Les Moun ont une culture d'assimilation. Pour résumer très vite, lorsque des clans Moun découvrent de nouveaux clans extérieurs, soit les clans étrangers s'incorporent dans le peuple Moun, soit les clans sont simplement tués pour récupérer leurs terres et leur bétail. Alors qu'on ne se mente pas, les tensions interethniques ont toujours existé dans la région et incluent beaucoup de peuples comme les Amers et les Nyangatom. Mais dans les années 80, arrive en Éthiopie un nouveau problème, la prolifération des armes. Pourquoi est-ce que le gouvernement éthiopien a accepté sur son sol ces armes? Déjà, il faut comprendre que le régime du Derg n'a jamais accepté ces armes. Elles sont complètement illégales. Mais avec le nombre de problèmes régionaux, avec les milices séparatistes, il n'est pas fou de croire qu'ils ne considéraient pas ce problème assez conséquent pour s'en occuper. D'accord, mais comment ces armes sont arrivées sur le territoire? En fait, ces armes sont arrivées par les Toposa. Les Toposa, c'est un peuple qui vit dans l'actuel Sud-Soudan.
et ils ont reçu ces armes du gouvernement soudanais de l'époque pour lutter contre les rebelles. Les Toposa ont vendu les armes aux Nyangatom, qui étaient leurs alliés et leurs ennemis. Pendant l'année 85 et 86, les tensions entre les Nyangatom et les Mun montent de plus en plus. Il résulte en plusieurs attaques consécutives, dans une idée de œil pour œil, dent pour dent. Mais cette année 86, 6 Nyangatom furent invités chez les Mun, et à un moment de la soirée, les guerriers Mun leur tirèrent dessus au fusil et les achevèrent au coup de couteau. Et ce qui devait arriver arriva. Dans une escalade de violence, en représailles, en février 1987, les Nyangatom attaquent les villages des Mun et massacrent à coups de kalachnikov près de 500 personnes, principalement des enfants, des vieillards et des femmes. Ce massacre a été un des traumatismes les plus violents de l'histoire des Mun, de par sa violence, mais surtout son nombre énorme, qui a été permis par l'acquisition de ces armes automatiques. Depuis cet événement, les Mun ont pris 2 décisions. Déjà, ils ne restent pas longtemps au même endroit. Et ensuite, ils se sont eux-mêmes procuré les armes automatiques pour ne plus jamais être en infériorité technique face aux Nyangatom et aux Amer. We are a very small group and we're surrounded by our enemies. If you don't have a gun, enemy will come into your house and will kill you all. En réalité, lorsque vous voyez une photo avec un Mursi qui porte une Kalachnikov, c'est tout simplement des armes qu'ils achètent pour se protéger des animaux sauvages. Comme vous le voyez, la présence des armes chez les Mun est un peu plus complexe que ils veulent se défendre des bêtes sauvages. On parle de géopolitique, on parle de guerre, on parle d'acquisition de pouvoir économique. Mais continuons. Dans les années 90, les Mun ont continué à vivre dans ce qu'on appelle le Mursiland. Mais dans cette même période, les touristes commencent à arriver dans la région. J'en avais pas parlé avant, mais depuis les années 80, les photographes occidentaux s'intéressent au peuple de la vallée de l'Omo. Les photos répertorient les esthétiques si particulières. On joue sur le contraste entre les kalachnikovs, des armes automatiques assez modernes pour l'époque, et les plateaux, l'argile ou encore leur corps nu, dans une espèce de fascination, de fétichisme bizarre. Les plus grandes revues découvertes de l'époque ont utilisé l'image des peuples de l'Omo. Cette esthétique est tellement utilisée qu'elle va peu à peu remplacer l'image des Éthiopiens du Nord dans l'imaginaire occidental, mais aussi mener à une sorte de curiosité morbide de la part des touristes européens. Il y a énormément de bons articles universitaires dessus, tant le phénomène était immense. Mais on peut noter celui de John Abik, qui s'appelle « Les images souris, le retour de l'exotisme et de l'objectivisation d'une tribu éthiopienne ». Il explique dans son article que les photographes ont souvent abusé de la différence des peuples de l'Omo. En effet, souvent ils leur faisaient porter des maquillages rituels en argile qu'ils ne portaient pas réellement, leur faisaient prendre des poses bizarres ou encore faisaient poser les femmes sans plateau pour bien appuyer sur le côté bizarre, sur le côté étrange. Ces mêmes photographes prenaient des photos de ces peuples qui ne connaissaient pas toujours l'existence de ces appareils et qui donc ne saisissaient pas l'importance de ce qui était en train de se passer et gagnaient des milliers de dollars, d'euros, de toutes les devises que vous voulez en vendant
leurs photos au magazine et en gagnant des concours de photos. Et ces photos vont avoir des conséquences importantes. Les missionnaires américains et les touristes qui vont arriver en masse pour rencontrer les peuples de l'Omo. Ils vont s'installer dans la région, créer des parcs nationaux pour organiser des safaris. Dans les années 2020, les Moon et les peuples de l'Omo ont été face à plusieurs pressions de la part du gouvernement éthiopien, qui souhaite exploiter leurs terres pour planter des champs de canne à sucre et ainsi installer des barrages hydrauliques pour produire de l'électricité pour la région. La loi sur la régulation des armes, votée en 2020, est aussi un problème pour eux. Cette loi interdit la possession de plus d'une arme par personne, interdit la vente ou le don de cette arme sous peine de 15 ans de prison et 3 ans de prison pour la détention illégale d'une arme. Alors, la loi va avoir de bonnes conséquences, qu'on soit bien d'accord là-dessus, comme par exemple un meilleur contrôle des armes sur le territoire, la démilitarisation des milices rebelles et donc, par extension, on va peut-être éviter des nouvelles guerres civiles. C'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, pour les Mursi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce qu'ils vont avoir du mal à se protéger des autres peuples sud-soudanais qui, eux, sont armés, et en plus de ça, ils peuvent risquer des peines de prison. Même si j'ai beaucoup parlé de guerre, je pense qu'il était important de comprendre que les Moon et le reste des peuples de l'Omo ne sont pas moins ou plus humains que les autres peuples du monde. Il y a des tensions, il y a des guerres, des problèmes politiques, des défis culturels, comme partout. Et renier cette partie-là revient à renier une grande partie de leur identité et la façon dont elle s'est construite jusque-là. Mais la guerre, c'est pas ce qui anime, la violence, c'est pas ce qui anime les Moon. Leur spiritualité traditionnelle est très intéressante et à comprendre pour comprendre le principe de leur culture. Alors en quoi croient les Moon ? Les Moon croient en une force supérieure, qu'ils nomment Tumui. Cette force vit dans le ciel et se manifeste parfois sur Terre sous la forme d'un oiseau ou d'un arc-en-ciel. Leur religion ne dépend pas de lois particulières, il n'y a pas de liturgie à proprement parler, mais elle s'inscrit dans un environnement. Pour les Moon, leur présence est englobée dans un grand tout. Ils font partie de la nature tout autant que le ciel, l'eau, les arbres, les animaux et les forêts. Pour se repérer, ils utilisent un calendrier lunaire. Et c'est pour cette raison que dans la culture Moon, la maladie est liée à un déséquilibre entre l'être et l'environnement. Un des éléments les plus importants de leur culture est la vache. Pourquoi ? Parce qu'elle leur permet la survie par le don du lait et du sang, mais aussi parce qu'elle est un moyen de dot pour un jeune homme qui souhaite épouser une femme. Elle a une signification financière, matrimoniale, mais aussi religieuse, parce qu'elle est sacrifiée dans les cérémonies à la gloire de Tumui. Ces mêmes cérémonies sont pour le coup codifiées et effectuées par le Komore, le seul être humain capable de relier Tumui aux êtres humains. Ce rôle est peut-être le plus important du clan, bien avant celui de chef de clan ou de guerrier. Entrer en contact avec Tumui, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut soi-même être fils de Komore et connaître par cœur les rituels pour lui rendre ses hommages et le prier. Une des lois les plus importantes imposées au Komore est simple. S'il veut conserver ses pouvoirs, il ne doit jamais quitter ni le clan ni la terre. Le jour où il quitte la terre, il sera privé de tout contact avec Tumui et le clan ne sera plus jamais protégé. Les Moon croient à la vie après la mort. J'aimerais vous parler d'un point qui me passionne chez les Moon. Je trouve que ce peuple est d'une poésie immense. Il y a certes des chants, de la musique, mais le plus important, l'aspect le plus poétique des Moon réside dans leur nom. Je pense que si on étudie la façon dont ils se nomment les uns les autres, alors on comprendra pourquoi et comment se manifeste cette poésie dont je vous parle. Les noms de base des Moon se composent de 2 éléments, une couleur et une vache. Prenons par exemple un homme qui s'appelle Taureau Noir. Si tu t'appelles comme ça, alors dans ton troupeau, tu dois avoir au moins une vache ou un taureau noir. Ces 3 éléments, la vache, le nom de la vache et la couleur, c'est la base de ton identité. Vous allez me dire, ok, où est la poésie ? Premièrement, le nom qui est donné à un bébé Moon n'est pas donné par les parents. Ça doit être forcément une personne extérieure. Cette personne deviendra alors le parrain de l'enfant.
et créera la première relation extrêmement forte. Ça montre donc l'aspect communautaire de ce peuple. Ensuite, cette base, donc taureau noir, va varier en fonction des événements de la vie. Par exemple, lors de son mariage, taureau noir pourra être nommé par exemple terre de métal. Pourquoi ? Parce que dans le cas dont on parle, il avait ramené plusieurs têtes de bétail noires dans son enclos noir sur une terre noire, comme si elle était recouverte de métal. Donc quand on appelle taureau noir terre de métal, en fait on fait référence à son mariage. Et tous les noms sont comme ça, ils font référence à des événements précis. Sauf que, attention, ce nom n'est donné que par une personne dans une seule relation. Votre mère ne vous appellera pas de la même manière que votre ami, qui ne vous appellera pas de la même manière que le Comoré, qui ne vous appellera pas de la même manière qu'un soldat. C'est un nom qu'on donne dans une relation précise. Ça veut dire en fait que les Moon peuvent avoir une infinité de noms, mais aussi que quand on entend une chanson Moon, alors on peut autant avoir affaire à la description du vol d'un oiseau qu'au voyage d'une femme. Et quand vous entendez les chants Moon, vous comprenez la subtilité de leur art. Et c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très poétique. Si vous connaissez un peu la culture Amhara, vous savez que les poètes utilisent énormément de double sens, de comparaison, de métonymie pour parler de sujets graves ou légers. Et c'est en ça que je trouve qu'ils se ressemblent énormément. La culture Moon a autant sa place dans la littérature éthiopienne que la culture Amhara ou Oromo. Et je trouve que c'est très dommage que ce soit des étrangers qui prêtent beaucoup plus attention que notre propre peuple. Alors tout ça c'est bien gentil, mais comment fonctionne la société des Moon ? Alors en soi, les Moon suivent une société patriarcale avec l'homme au centre. Tout d'abord, ils sont séparés en ce qu'on appelle des groupes d'âge. Lorsqu'un homme se marie, sa femme le rejoindra dans sa classe d'âge. Ensuite, politiquement, les décideurs sont les hommes qui sont très doués oralement et pour leur qualité humaine, pas forcément pour leur qualité politique. Ils forment des groupes qu'on appelle les djelleba, qui prennent par exemple la décision d'attaquer des villages, de conclure des affaires, des ventes de bétail. Ils font régner l'ordre et quand il y a des conflits, ils font intervenir ce qu'on appelle des rora. Les rora, c'est une sorte de police formée d'hommes entre 30 et 50 ans. La religion, je vous en ai déjà parlé, mais elle est quasiment laissée intégralement aux Comorés. La politique, ça n'a pas à interférer dans la religion, et inversement. Pour changer de classe, il y a une cérémonie de passage qui est organisée chaque année. Les jeunes hommes de tous les peuples souriens participent à ce qu'on appelle des dongas. C'est des duels à coups de bâton en public pour attirer les jeunes femmes et leur montrer leur force. Alors attention, c'est pas un combat à mort. Si jamais dans un duel il y en a un des deux qui meurt, des représailles sont à prévoir. La valeur de l'homme se voit au nombre de têtes de taureau qu'il a dans son troupeau. Il faut donc en considérer environ 38 pour qu'il ait une dot assez suffisante pour se marier. C'est vraiment la base 38. Traditionnellement, ils portent uniquement un habit d'écorce, mais depuis les années 70-80 et leur contact avec le monde extérieur, il est assez rare de les voir complètement nus. C'est surtout les enfants. Ils portent généralement des sous-vêtements ou des shorts et quand ils sont habillés vraiment de façon complètement traditionnelle, c'est surtout pour les touristes. Les femmes, quant à elles, comme je l'ai dit, c'est une société patriarcale, elles sont dédiées à avoir des enfants et à s'occuper de leur foyer. Mais pour autant, elles ont une vie qui est relativement intéressante. Lorsqu'elles naissent, elles sont accueillies avec joie. Pourquoi ? Parce qu'elles représentent une possibilité pour le père d'acquérir de nouvelles têtes de bétail via leur mariage. Contrairement à beaucoup de voisins, comme les Amers par exemple, les filles ne sont pas excisées, ce qui leur permet d'avoir moins de problèmes de mort infantile ou en couche. Mais pour autant, la mort infantile est toujours assez élevée, et c'est pour cette raison que les enfants sont protégés avec soin par leur mère. Jusqu'à leur mariage, à l'âge de 16 ans environ, les filles ont des statuts, justement, de filles. Elles vivent avec leur mère, mais la virginité n'est pas vraiment une valeur très importante pour les Mursi. Non, ce qui importe en fait, c'est le fait d'être une dolei odinena, ce qu'on peut traduire par une fille forte. Pour montrer leur force, donc leur force physique, certaines filles participent à des duels, elles aussi, où elles se battent pour obtenir des houlas.
des petits bracelets en fer qui montrent leur victoire. Si elle porte 2 houlas aux 2 poignets, alors elle sera considérée comme une fille très forte, et donc une fille désirée. Les hommes considèrent qu'une jeune fille qui est rapide et qui est forte va pouvoir efficacement s'occuper de son foyer et de ses enfants. Il va donc aller demander à son père de l'épouser. C'est vraiment important pour ces jeunes filles de ne jamais avoir de cicatrices ou de problèmes liés à ces combats. Sinon, elles seront regardées comme des filles faibles. Et donc, on va leur donner des petits surnoms dégradants, genre sans vache, pauvre, tous les petits surnoms désagréables qu'on peut avoir. Elles se marient autour de l'âge de 16 ans, traditionnellement, et c'est à peu près vers cet âge qu'on commence à leur installer des plateaux, les débits. Alors, je sais que dans les médias, on raconte des histoires incroyables à propos de ça. Il y en a qui disent que les plateaux ont été inventés pour empêcher les esclavagistes de les capturer. D'autres qui disent qu'on leur arrache les dents de devant à l'âge de 6 ans. Pas chez les Moon. Il faut comprendre plusieurs choses. Le plateau n'est pas porté très longtemps normalement. Mais en tout cas, il doit être porté selon 3 grosses occasions. Dans une situation de séduction, donc quand on flirte, lors de banquets publics où les hommes convient le reste du clan, donc en fait on doit être jolie en tant que femme, mais surtout entre la maturité sexuelle et la naissance du premier enfant, soit normalement pas une période très longue. Ce sont les 3 situations qui sont les plus importantes. La 4e est bien évidemment lors des visites des touristes qui sont venus pour regarder, toucher, s'étonner de leur apparence. Ça leur permet de toucher encore plus d'argent en mettant en avant leur esthétique. Et leur particularité esthétique, c'est que les femmes se parent de plateaux dans la bouche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout obligatoire, c'est à l'appréciation de chacune. Donc qu'elles soient jeunes ou âgées, qu'elles soient mariées ou célibataires, vous allez trouver des femmes avec plateau et des femmes sans plateau. Exactement comme dans les sociétés occidentales, vous allez trouver des femmes tatouées. Ça fait extrêmement mal, mais il y en a qui le font pour leur propre esthétique, tout comme également on retrouve dans nos sociétés occidentales des personnes qui font des piercings. Là encore, ça peut faire très mal ou ça peut être très impressionnant visuellement et c'est le choix de chacun. Eh bien les Mursi, c'est pareil. Même si ça peut impressionner de voir une femme avec une lèvre qu'on va percevoir comme déformée, eh bien elle trouve ça beau. Techniquement, porter le plateau n'est pas obligatoire, comme elle l'a dit. Mais en fait, il faut reconnaître que la pression des pères, elle peut être forte, très très forte, parce que c'est souvent demandé par les hommes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? D'après les hommes, Mursi, le fait de porter un plateau, ça leur donne une belle démarche. En fait, ça donne un mouvement gracieux, équilibré, dans la subtilité. En fait, plus elles ont le plateau, plus elles marchent lentement. On peut rajouter à cette esthétique le fait qu'à l'adolescence, les garçons et les filles font ce qu'ils appellent des kichoga, donc des scarifications, sur le ventre, les épaules, la poitrine. Avant, ils faisaient ça avec des petites pierres tranchantes, maintenant on utilise des rasoirs, parce que c'est plus simple. Pour leur mariage, leur père doit d'abord donner une cérémonie où il reconnaît officiellement le mariage, et donc donne la bénédiction. Ensuite, il recevra des vaches en dot. La fameuse dot que le garçon doit payer à la fille. Ces mêmes vaches seront réparties dans toute la famille de la fille, puis la fille ira vivre avec son mari et ses enfants. Les hommes Moon sont généralement des polygames, sauf que les épouses ont leur propre maison, avec leurs propres enfants, elles ne se côtoient pas. Mais je préfère donner la parole à une jeune fille Moon, parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. And so we'll speak a little English and then a little Mursi, I think. Yeah. Balu ግን እኛ ሙርሲዎቹ በግድ ነው የሚያገባው። በልብ አይደለም። ከብቶች 38 ከብት አባት ጠይቆ ከዛ እሺ የሚሉ ከዛ አባት 38 ከብት ነው መሰረጋ አነ ደስኛ የሚለው በልብ ነው የሚወደው፣ ግን በፍቅር ነው የሚወደው ባል ማለት ነው። በፍቅር ጥሩ ነው። When you went to school, what did the other students think of your lip plate? ከንፈሮቹ ይሰራል። ኖ ወርቅ ነበረ? አይ አልተወረቀም። ከዛ ሁሉም ሰው ሽማግሌዎቹ እንደዚህ ላይ ይሄ ልጁ ቁረጭ፣ ጆሮ ቁረጭ፣ ምናምን ቁረጭ፣ ከዛ ደስ ይላል ብሏል። ከዛ እኔ ጠይቅኝ፣ እኔ አይ ከንፈር እኔ አልፈልግም ጆሮ ይሻለኛል እንደ አማራ ማለት ነው። እነሱ
ትልቅ አለ በጭንቅላት የሚገባው አሉ ወንዶቹ ይወዳል ጆሮ ካለ ብዙ ካለ ከንፈር ትልቅ ያለ ወንዶች Alors justement, cette esthétique des plateaux et des scarifications sont utilisées comme propagande contre les Mursis pour dire « Ah, regardez, c'est sauvage, ils font des scarifications, oh là là, ça fait mal, c'est horrible, c'est sauvage. Regardez les plateaux, ils obligent leurs femmes à déformer les lèvres. » Grandeur Noire présente la société Moon comme si c'était une société un peu libertaire, où les femmes choisissent le fait de se percer la lèvre comme une esthétique et la compare au choix des femmes en Occident de se faire des tatouages ou de se faire des piercings. La réalité, c'est que c'est un standard de beauté. Un standard de beauté, il y a des pressions extérieures pour les respecter. Dans son ouvrage Reflection on the Lip Plate of Mursi Women, Shona Latowski a travaillé avec les Moon et elle rappelle qu'effectivement, comme le dit Grandeur Noire, il n'y a pas d'obligation à le mettre ou non. Par contre, elle explique bien que la pression peut être extrêmement forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une véritable distinction entre les deux. Une femme Moon qui se fait couper la lèvre et qui porte le débit, elle a la réputation d'être une femme gracieuse, digne, forte, avec un meilleur bétail. Et dans la culture Mursi, le fait de ne pas porter le débit alors que le mari le demande, ou parfois même l'ordonne, comme c'est montré dans l'extrait que je viens de vous mettre, c'est considéré comme un signe d'irrespect. Ne pas le porter en public, c'est aussi un signe d'irrespect. Le plateau est aussi un signe distinctif qui permet aux femmes Moon de ne pas être confondues avec d'autres ethnies. Alors que se passe-t-il avec les femmes sans plateau ? Eh bien en fait, elles sont considérées comme des paresseuses, des femmes incapables de se tenir en société, des impolies, des femmes qui ont honte de leur identité ou tout simplement des femmes laides. C'est un jugement de la part des pères qui va créer un sentiment d'anxiété sociale et une pression sociale sur les femmes Moon pour se faire percer les lèvres. Avec les contacts avec l'extérieur, oui, de moins en moins de femmes Mursi souhaitent porter le débit. Pourquoi ? Pour s'inclure dans la société éthiopienne. Their lips. dergo huli bare kunne nong seki duanga hatu inga duno dergo huli bare kunne sena inga nanga medu done gina shigelo ga dergo natu inga dune huli se kudunu te shuga kantia agi ina na bikingi kokongi ana dune tunga agi huli dunu nga bikingi kokongi dune nga chale hang. Donc si vraiment Grandeur Noire voulait comparer le standard de beauté Moon aux standards de beauté occidentaux, ce serait beaucoup plus comparable au fait de se raser les jambes, au fait de porter du maquillage, au fait de porter des talons. C'est pas comparable au fait de porter des tatouages ou des piercings. Dans un cas, c'est complètement volontaire et c'est en faveur de leur propre esthétique, et dans l'autre, c'est une pression sociale. Donc c'est pas comparable. Alors maintenant, comment vivent les Mursis dans la société éthiopienne d'aujourd'hui ? Un territoire menacé. Lorsqu'on pense à l'écologie, on voit souvent la préservation d'une certaine nature vierge de tout être humain comme une espèce de but à atteindre. Comme si le fait de retirer des êtres humains de leur terre ne pouvait qu'être profitable pour tout le monde et ainsi protéger à long terme des générations futures. Pourtant, nombreux sont les peuples qui souffrent en fait de ces décisions. Avec la création des parcs nationaux, les peuples de l'Omo et les Mursis en tête ont vu leur territoire quadrillé, avec leurs terres, pourtant sacrées et millénaires, retirés pour être protégés par des entreprises néerlandaises notamment. Ces mêmes espaces protégés sont en réalité ouverts au public, où ils pourront prendre des photos d'animaux. Ces cartes mettent donc en péril leur mode de vie et aussi les handicaps. Voici un extrait d'une scène coupée où les Mursis expliquent le problème de ces fameuses cartes. Kobutomake kora bukono yani kamera kyanwa hinu ani kirra na gure na kohiri kunra han odini. So now we're drawing the Mursi map, the Mursi territories, and this is the Omo River, and Omo National Park, a hunting safari camp, Mago National Park, and this Mursi land. There are 3 parks
Mursi are just here, and they squeeze like a sandwich between. This is not fair. Kaninga, ana bekishiraninga, ngalovinya da ninge. Aikano munikiubi, agiahaga shiahaga ogenya kubioka. Hiribe ninge, agi, bana kiubi, nadwa hala. Jinga na hura yo, na kunbiria ba kiusi. Alors, d'un point de vue universaliste, bien sûr que la protection de cette nature, c'est un beau combat, mais d'un point de vue humain, c'est pas fou de rapprocher la construction de ces parcs écologiques comme une preuve de néocolonialisme. Comment vous expliquez que des touristes puissent librement se promener dans des parcs nationaux, des touristes qui peuvent venir des États-Unis, d'autres pays africains ou même de Guyane au hasard, alors que les Mursis sont obligés de se cantonner à un tout petit espace? Comment expliquer que ce sont des entreprises néerlandaises qui prennent en charge la préservation d'un espace éthiopien? Alors oui, je sais que le gouvernement a des partenariats avec ça, je le sais, c'est une question rhétorique. Comment expliquer encore que ces gens se permettent de choisir qui est assez apte pour pouvoir prendre soin d'une terre qui n'est pas la leur? La réduction de ces terres est un problème depuis bien longtemps et a mené encore une fois à des guerres. Quant au gouvernement éthiopien, que ce soit pendant l'Empire ou pendant la dictature, il a toujours essayé de sédentariser les Mursis. Alors effectivement, la sédentarisation peut aider sur certains points. Elle permet de ne pas avoir de problème de territoire, de définir un litige, elle permet de répertorier les membres de la tribu, leur proposer une éducation, leur permettre d'avoir accès à des soins de santé, mais ça remet aussi en cause leur mode de vie. Avant, lorsque les Mursis ne trouvaient pas d'animaux ou de terres exploitables, ils étaient libres de bouger. Mais maintenant, non. Alors, ils sont rentrés, sans le vouloir, dans un modèle économique cynique. Ça me fait rire jaune de voir Grandeur Noire scander qu'ils sont un des seuls peuples à avoir gardé leur culture originelle. Leur culture originelle a énormément changé, et ce n'est pas seulement à cause du gouvernement éthiopien. C'est surtout à cause des touristes, et de la place qu'ils prennent dans leur vie. Paradoxalement, le touriste est à la fois un problème pour eux, puisqu'ils n'apprécient pas particulièrement ces étrangers qui les prennent en photo, mais c'est quand même une source lucrative pour eux. La photo est vendue entre 10 et 50 birrs, soit 86 centimes, mais c'est énorme pour cette région. Ça dépend de chaque ethnie, ça dépend de chaque peuple, mais c'est une fourchette de prix à peu près. Les Mursis font très attention à ce que toutes les photos soient rémunérées. À titre personnel, je trouve ça assez étonnant qu'une civilisation aussi terrifiée par le fait d'être filmée dans la rue, comme la civilisation occidentale, puisse faire la queue pour aller filmer des gens juste parce qu'ils sont différents. Comme je l'ai dit, c'est assez cynique. Leur économie est basée sur le fait de faire le clown pour les touristes et c'est une des seules manières de garder une indépendance financière. L'arrêt de ce tourisme signifierait pour eux la fin d'une rentrée d'argent, mais aussi la fin d'une source financière pour le régime. Et si le gouvernement se rend compte qu'ils ne peuvent plus engranger de tourisme grâce aux Mursis, c'est fin de service. Vous pouvez être sûr qu'ils seront expulsés de leur terre pour de bon. Alors les Mursis, souriez pour la photo. ina birana mutu ino tala ha titi hun age boy hena mi tanga tana yana kartu kalami tuanu ini kiangan wi kiangan lo kiangan nani kimayo age haranti hiri kaline wala kutuba kali sinyu ninge huli ke menai atimirti ahitinga yoi ninge no haranti kanyi inyana ngana ukalo kaline kwenye inali munenga no haranti ko huli kune dia ne kuchumbaiti kaline kuchubana huli harnya jenga no kuchubana iturumil tosho no jenga no kuchubana gitu no no koi hoi ne jara nga akire kadukti imai boy na se kawana kartito mu bigira ne karito ka ko dole se dukta aga hon ko moy nyagati na moy ki nyagati boy dingil nga
dingil ngah alok ti haranci nyang ai kidino anga Ani kuchumba kau haranci nyabi di sana ani kuchumba ele ni kuchumba yo ngai le me se kyau lai so mi fe kyam yo ku ba o le ba nga yo kina an to ko na kala ke te hoi ne nai o ngai wa na ka yo hai me re ne kuli hoi nga na na hoi ki me ri hoi gi bi sa azukti anai hu azukti balu dia ni na yo hai Anga la tu ne na seke e jata ni ba kokak chuk kalau mai kala chuk rena ti nga bamun ninge yo ku ba ka du ha ku mu lo tanga ka hoi chunga ba ni e gi se chala nya wa kene ang kirain ada lo mai ki nga ta ho ta lo mai ki ta boro kon pi ka yo na ka ge ba. Avec tout ce que je vous ai dit, vous commencez peut-être à voir le problème que j'essaie de souligner ici. Les Mursis n'ont rien à voir de près ou de loin avec le royaume de Kemet, comme vous aimez le rappeler. Et leur histoire est différente. Tout est différent. Si vous voulez, on compare ensemble. Allez. Le royaume de Kemet était polythéiste, les Mursis sont monothéistes, les Kémites étaient sédentaires, les Mursis sont semi-nomades. Les Kémites avaient une tradition écrite, les Mursis ont une tradition orale. Et je peux continuer très longtemps. Tout au long de cette vidéo, je pense que vous commencez à comprendre ce que je reproche. Grandeur Noire parle d'une Éthiopie mythique, mais elle parle ni des réelles conditions de vie des Mursis, et pourtant il y aurait énormément de choses à dire, ne serait-ce que la prolifération des armes, le problème du gouvernement qui essaie de s'approprier leurs terres, il y a plein de choses à dire, plein. Mais elle ne parle ni des Mursis, ni de la culture abyssine, elle parle pas des peuples couchitiques, qui sont pourtant un gros pourcentage de la population. Ironiquement, les vrais Éthiopiens, leurs problèmes culturels, les conflits ethniques, les conflits économiques ne sont jamais abordés. Elle ne parle par exemple jamais du développement du tourisme et du harcèlement que vivent les Mursis, parce que c'est du harcèlement. Et pour quelle raison elle fait ça? Parce que pour moi, Grandeur Noire est victime du syndrome du sauveur noir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la décolonisation de l'Afrique dans les années 60 et le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans la même période, les consciences afrodescendantes se sont éveillées au sens démocratique. Ceux qu'on réduit au nom de noirs commencent à se relever, à faire les comptes de la colonisation et des pertes vécues, mais aussi de ce qu'ils étaient avant. Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, c'est aussi la naissance du panafricanisme, un courant de pensée économique, politique et culturel qui souhaite mettre l'Africain noir, surtout, au centre. Et créer une cohésion entre tous les peuples qui pourtant avaient été éduqués à se haïr entre eux. Quand on regarde la vidéo de Grandeur Noire, on est vraiment sur un vlog à la Crazy Sally, teinté de mythes du monde sauvage. Déjà, regardez les images qu'elle vous propose. Elle va sélectionner un paysage aride avec de fortes chaleurs, des villages, avec des huttes, pour vous donner une image d'environnement naturel et authentique, dans le brut, dans l'intouché par l'homme. On ne sait pas où on est juste perdu dans une nature importante et en vrac, elle va expliquer quelques petits moments de partage, de convivialité, elle va expliquer qu'il n'y avait aucun conflit, que tout était beau, que tout était rose, elle va appuyer sur le côté convivial des Mursis, leur aspect chaleureux, elle va se filmer au milieu d'eux avec son enfant, comme si elle faisait qu'un avec eux. Vous remarquerez qu'au niveau des images, elle va utiliser le moins de retouches possible, avec un montage simple. Alors, vous allez me dire... Bah c'est super si elle a passé un bon moment, c'est quoi le problème? Laissez-moi vous parler du mythe du bon sauvage. Le mythe du bon sauvage est une philosophie qui apparaît sous la plume du philosophe Rousseau au XVIIIe siècle, pendant le siècle des Lumières en France. Cette pensée suggère qu'avant l'arrivée de la civilisation, les peuples autochtones vivaient dans un état de nature idéale. Pour résumer en une phrase, l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Il partait du principe que l'homme vivait dans un état de nature parfaite, dans la paix et la simplicité, avant l'avènement de la civilisation. Les bons sauvages sont considérés comme innocents, bienveillants, sans les vices associés à la civilisation, tels que la cupidité ou la violence. C'est étonnant, parce que c'est exactement la description qu'elle fait des Mursis. Ils sont gentils, ils sont souriants, ils proposent même d'eux-mêmes de faire des photos, ils sont incapables de faire du mal, même leurs armes automatiques sont dédiées à se protéger des animaux. Attention, se protéger des animaux sauvages, pas pour la chasse. C'est-à-dire que même la chasse est impossible pour les Mursis tant ils sont bons. De plus, elle utilise ce tableau bucolique où ils la font venir dans leur hutte pour bien faire comprendre qu'elle est contre la société d'aujourd'hui. La preuve, c'est quand elle parle des dispensaires qui se sont installés autour d'eux. Il faut bien comprendre quelque chose. Du Mursiland à Jinka, donc la capitale de la région,
il y a 5 heures de route. Donc la personne qui peut leur donner des soins médicaux en urgence est au dispensaire, le plus rapidement possible. Si un homme a un problème aux dents, il peut aller se faire soigner là-bas. S'ils se prennent une balle, au hasard, hein, ils peuvent recevoir les premiers soins là-bas avant d'être transférés à Jinka. Alors, je sais que je peux paraître rageuse, mais ça m'énerve pour une raison simple. Les Mursis souffrent énormément, je vous l'ai déjà montré, c'est un des peuples qui souffre probablement le plus, à cause des expropriations, des touristes et tout ce dont je vous ai parlé avant. Et les faire passer pour des sauvages tout souriants, sans problème, juste pour dénigrer la société éthiopienne des colons, en fait ça m'insupporte. Si vous trouvez que j'abuse, ok. Juste en regardant sa vidéo, dites-moi quelle est leur culture. Alors oui, elle vous parle de culture millénaire, mais est-ce qu'elle vous parle de leur langue ? Est-ce qu'elle vous parle de leurs croyances ? Si vous vous basez uniquement sur sa vidéo, vous n'aurez pas la réponse. Pour une raison simple, elle n'était pas intéressée par la vraie culture des Mursis. Elle parle vite fait de leur hutte et de leur plateau, uniquement pour faire passer ses propres messages et faire des liens complètement bancals avec le royaume de Kemet. Tout le reste, walou. Reprenons sur l'éveil des Noirs et le syndrome du sauveur noir. Comme je l'ai dit, on commence dans les années 60 à se détacher des anciennes pensées coloniales et de la théorie des races dont je vous ai déjà longuement parlé. Et l'une des anciennes pensées coloniales les plus tenaces, c'est probablement le complexe du sauveur blanc. C'est quoi un sauveur blanc ? Le complexe du sauveur blanc, c'est un phénomène qui désigne le fait que des personnes blanches et privilégiées voyagent dans des pays du Sud pour se mettre en scène en tant que sauveurs et sauveuses. Alors on le voit sur les réseaux sociaux avec des photos, des publications qui reprennent des espèces de trames narratives et des stéréotypes de l'époque coloniale. Vous allez me dire, ok, c'est quoi la différence entre une personne qui fait de l'humanitaire et un sauveur blanc ? En fait, il y a 3 critères principaux. Le premier, c'est le temps. Faire de l'humanitaire, c'est donner aux autres. Se démener pour une cause, c'est un beau combat, on est d'accord. Les membres des associations humanitaires comme MSF ou Handicap International se sont implantés dans les pays en question, dans les pays qui sont en besoin. Ils proposent une aide durable, en favorisant la construction d'hôpitaux, de dispensaires, d'écoles ou d'accès à l'eau. Ces associations sont actrices dans le développement du fonctionnement de la société question. Les dons et l'aide internationale est importante pour les pays sous-développés et ont aidé notamment les Éthiopiens à un moment donné. Donc il ne s'agit pas de cracher dans la soupe. Mais ce qui importe, c'est vraiment le temps, c'est le facteur le plus important. Le sauveur blanc, lui, n'est pas intéressé par la construction dans la durée. Il n'est pas intéressé par l'impact de ses actions sur la société qu'elle aide. Si le pays qu'il est censé aider ne voit aucune différence avant ou après son arrivée, ce qui est un échec en soi, lui, il s'en fiche complètement. Pour lui, c'était une expérience dans un pays qui doit rester dans un statu quo. Le deuxième critère, c'est le fait d'être glorifié. Le sauveur blanc veut être glorifié et vu comme un messie. Pourquoi ? Parce qu'il est blanc et qu'il apporte la civilisation, le confort, la santé aux pauvres petits non-occidentaux, des peuples passifs, démunis, dépendant de l'aide étrangère. Il ne sait pas effacer sa propre existence au profit des grands principes qu'il défend. Et souligne bien qu'il en est l'auteur, via des posts, comme je l'ai dit, sur les réseaux, des participations à des galas de charité ou en donnant leur propre nom aux fondations qu'elle crée. C'est une question de narcissisme. 3. Il ne s'intéresse pas au pays. Alors, ça peut paraître bizarre, mais oui, il y a beaucoup de sauveurs blancs qui vont dans des pays sans parler les langues, sans comprendre la culture, les réalités sociales ou économiques. Si on prend par exemple le cas de l'Afrique, si un sauveur blanc va construire un puits au Togo ou au Kenya, ça lui change pas la vie. L'intérêt, c'est que ce soit des Noirs. Et ça, c'est important parce que ça peut entraîner des interventions qui sont complètement inappropriées ou inefficaces, qui prennent pas en compte les besoins spécifiques de la communauté ou sa culture. En conclusion, c'est quoi un sauveur blanc ? Un sauveur blanc, c'est une personne d'origine européenne qui vit dans un pays occidental développé, très important, et qui appartient à une classe sociale considérée comme riche. Cette personne a décidé de faire des voyages humanitaires dans les pays du Sud, notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est, pour porter main forte aux populations en difficulté. Sauf que cette personne-là n'est absolument pas intéressée par la culture, les réalités, la structure sociale ou la langue des pays qu'il est censé aider, si ce n'est pour avoir une espèce d'esthétique, une esthétique qu'il va utiliser pour s'auto-valoriser, une fois revenu dans son propre pays. Et ça va créer des stéréotypes sur le pays en question. Les actions du sauveur blanc aident à court terme, oui, mais elles peuvent créer une dépendance à long terme, à l'égard de l'aide étrangère, au lieu de favoriser un développement durable. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est pas parce qu'on est blanc et qu'on fait de l'humanitaire qu'on est un sauveur blanc. Prenons un exemple. En Inde,
À Médarès, en 1973, Bernard-Yves Sabot, médecin français, arrive avec ses valises. Il a ouvert une association pour aider les pauvres et les lépreux, et il offrait les soins. Il était très au courant du fait que sa couleur de peau ouvrait des portes, alors à chaque fois que l'un des intouchables avait besoin de quelque chose en termes de médecine, d'administratif, etc., il venait avec lui, et il le soutenait. Le docteur Sabot est resté en Inde jusqu'à sa mort en 2007, mais lui, il coche toutes les cases de l'humanitaire. Il fait une action qui dure dans le temps, qui n'a pas perturbé les décisions ou la culture locale, s'est intéressé au pays et à sa vision des choses. Donc, c'est une personne qui fait de l'humanitaire. Maintenant, un très bon exemple du sauveur blanc, c'est l'Arche de Zoé. Cette association française est l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'adoption internationale en France. En 2007, cette association est présente au Tchad, alors secoué par la guerre. Les représentants de l'association Arche de Zoé avaient prévu de faire venir une centaine d'enfants tchadiens en France pour les faire adopter par des familles françaises, qui avaient fait des dons de 1400 € chacune pour payer les frais de dossier. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. En France, l'adoption internationale, et l'adoption tout court, c'est encadré. En tant que parent adoptif, tu dois suivre une batterie de tests, prouver que tu as assez en termes de salaire pour t'occuper de l'enfant et lui accorder une vie décente, subir une expertise psychologique, obtenir un agrément du juge de la famille qui prouve que tu es apte pour adopter un enfant, et si ton enfant est dans un pays étranger, alors tu dois avoir toute la même procédure là-bas. Et en plus, toi aussi tu dois faire des démarches pour que ton adoption soit plénière, c'est-à-dire effacer l'identité précédente de ton enfant administrativement. C'est en très gros tout ce que tu dois faire en termes de procédure pour être adopté. Donc non, tu peux pas faire n'importe quoi en termes d'adoption en Europe. Il y a ce qu'on appelle la Convention de la Haye et les droits de l'enfant. Sauf que l'association Arche de Zoé a violé plusieurs lois tchadiennes et françaises en allant dans des villages chercher des enfants à adopter alors qu'ils n'ont pas été déclarés abandonnés, ce qui est illégal, en mentant aux parents adoptifs français sur leur plan d'action, qui était clairement impossible à mettre en place, en faisant passer les enfants tchadiens avec des faux bandages à l'aéroport pour faire croire qu'il s'agissait d'un voyage pour les soigner dans des pays mieux équipés, donc en les enlevant, en faisant comprendre aux parents tchadiens que leurs enfants ne seraient plus jamais les leurs et en leur interdisant d'avoir des contacts avec eux, et j'en passe. Au final, 17 membres de l'association sont arrêtés avec 103 enfants à l'aéroport de N'Djamena, avant qu'ils puissent prendre l'avion pour la France. Donc ils sont inculpés d'enlèvement d'enfants, et en décembre 2007, la justice tchadienne condamne 6 des 17 membres à 8 ans de prison assortis de travaux forcés, et à payer 6,5 millions d'euros, soit 40 millions de francs CFA par enfant, à payer aux familles. Mais la France va les faire rapatrier et transformer les 8 ans de travaux forcés en 8 ans de prison. Voilà, c'est ça le sauveur blanc. C'est soi-disant faire le bien, donc faire adopter des enfants qui n'auraient jamais eu le confort occidental, mais en violant les lois d'un pays sous prétexte que ce pays est en guerre ou en difficulté économique, donc finalement son autorité on s'en fout, en traumatisant des familles tchadiennes en leur enlevant leurs enfants et en leur demandant de garder le silence, et en mentant à des familles adoptives françaises qui pensaient avoir un enfant juste en payant 1400 € de frais de dossier. C'est ça, le sauveur blanc. Avant de commencer, j'aimerais expliquer la différence entre le sauveur noir et la renaissance noire. Pour moi, les deux concepts partent d'une identité commune. Ce sont tous les deux des afro-descendants qui évoluent dans une société occidentale et qui cherchent leurs origines. Je vais surtout me focaliser sur des personnes qui ne connaissent pas leurs origines ethniques précises, puisque ceux qui décident de se rapprocher de leur culture d'origine ne sont pas vraiment le propos ici. Je parle donc des Afro-Américains, des Afro-Caribéens et des descendants afro des deux Amériques. La Renaissance noire est pour moi complètement différente parce qu'elle part d'un principe simple, la modestie. Le premier point qui les différencie est l'endroit où ils vont aller. Celui qui vit une Renaissance noire va choisir le pays d'Afrique en fonction de ce qu'il ressent et de son lien direct avec sa propre histoire. Par exemple, une personne caribéenne est un descendant de personnes réduites en esclavage lors de la traite négrière. Son aire d'origine est donc l'Afrique centrale, les côtes d'Afrique de l'Ouest et éventuellement l'Afrique australe. Mais en soi, très peu de gens peuvent remonter leurs origines de façon extrêmement précise. Et ils ont perdu leur nom de famille, la profession de leurs parents, leur importance, leur statut dans la société d'origine, leurs accomplissements ou leurs échecs. Ils ont perdu des notions fondamentales de leur identité. Comment est-ce qu'on la réfléchissait justement, cette identité ?
Que signifiait le droit du sang, le droit de la terre? Est-ce qu'on devient ce qu'on est à l'âge adulte ou est-ce qu'il y a une force supérieure qui nous anime et qui choisit pour nous? Le passé se lit-il de façon linéaire ou de façon cyclique? Comment est-ce qu'on réfléchit à un peuple qui n'est pas autant touché par les signes de l'âge que les autres? Et pourtant, si on a tout oublié, pourquoi est-ce que cette peur des esprits, la nuit, traverse l'océan Atlantique, comme si les peuples afro des Amériques et des Caraïbes répondaient aux peuples d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest? L'homme noir descendant du déporté n'aura jamais les réponses, mais uniquement des esquisses. Il lui faudra toute sa vie chercher son passé, la raison de la violence qui lui a été prodiguée. Certains abandonneront dans le processus, parce que c'est extrêmement dur psychologiquement. Ils vont se conformer à la vie telle qu'elle est et ils vont se focaliser sur le présent. D'autres s'y jetteront à corps perdu, ils bâtiront des empires où ils n'étaient tous que des rois sans serviteurs, un passé où l'homme et la femme vivaient en harmonie, sans aucune pression extérieure. Ils iront même jusqu'à modifier le passé pour que leurs enfants relèvent la tête. D'autres encore refuseront d'accepter la culture qui est peut-être la leur, par dégoût, parce qu'on les a tous les jours abreuvés de la grandeur de l'Égypte. Alors ils marcheront sur les cultures de la famille bantoue, de laquelle ils ont pourtant beaucoup plus de chances d'appartenir. Ils préféreront Ra à Nzambi, ils préféreront les sphinx au Moanapo, préféreront les hiéroglyphes plutôt que la Dinkri, parce que c'est plus grandiose, et puis parce qu'ils ont honte aussi. Et puis, dans tout ça, il y a l'homme qui fait sa renaissance, celui qui apprend, celui qui comprend, celui qui traite l'Africain comme on aurait toujours dû le traiter, un homme comme un autre, un homme qui mérite l'attention, un homme qui peut vous apprendre quelque chose, un homme qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aura toujours quelque chose de nouveau. L'homme qui fait sa renaissance a appris qu'il ne savait rien, que tout ce qu'on lui a appris toutes ces années ne vaudront jamais le pied sur le sol africain. L'homme qui fait sa renaissance est décolonisé par la modestie. Et je vais bien appuyer sur ce mot, la modestie. La modestie n'est pas l'humiliation. La modestie, c'est le fait d'accepter que savoir, ce n'est pas connaître. La modestie, c'est le fait d'accepter que comprendre, ce n'est pas vivre. L'homme noir qui fait sa renaissance va dans un pays duquel il pense venir et non pas quelque chose de symbolique pour lui. Il vient avec des preuves, comme des tests ADN par exemple. Il apprend l'histoire du pays. Il comprend que non, toute l'Afrique n'était pas liée avant l'arrivée des Européens ou des Arabes. Il comprend qu'il y a toujours eu des conflits, des alliances, des massacres, des naissances. Il apprend une des milliers de langues africaines. Il va alors rester là plus de 6 mois pour comprendre la relation entre tous ces gens. Ne pas voir la situation de façon binaire, avec les méchants, les gentils. Il va entretenir de bonnes relations avec les locaux, ceux qui ne sont jamais partis. Il va apprendre d'eux, il va comprendre que montrer ses bayas au Mali, c'est indécent, parce que c'est réservé à l'intimité, à la sexualité, c'est une parure suggestive qui, par ses cliquetis, suggère des mouvements aux hommes qui les voient. Mais il va comprendre que les bayas au Congo permettent de donner une mesure du ventre pour la femme, pour savoir si elle a grossi ou non. L'homme noir qui fait sa renaissance accepte le présent. Il accepte d'être un étranger aujourd'hui, même s'il ne l'était pas hier. Il accepte que le temps est passé. Il accepte qu'il n'est pas encore un citoyen de cette nation. Il accepte que sa couleur de peau est la norme, et non pas un statut particulier qui ne le discriminera pas, mais qui ne va pas non plus le mettre sur un piédestal. Il ne sera là-bas, tant qu'il ne sera pas intégré, qu'un voyageur. Il sera impliqué pour être intégré dans la vie de la localité qu'il a choisie, en parlant aux anciens, en finançant des projets. S'il est discipliné dans un certain domaine, alors il acceptera de mettre à profit ses compétences. S'il est médecin, il aidera à faire construire un dispensaire, il aidera à faire soigner des gens. S'il est ingénieur, il aidera à faire construire de meilleures routes, des bâtiments avec de bons matériaux, avec de bonnes résistances, de bonnes isolations. S'il est directeur commercial, il apprendra aux plus jeunes les ficelles du métier pour booster l'économie. Il peut aussi donner sa force physique, artistique, émotionnelle aux plus jeunes. Il apprendra aussi l'ingéniosité de ces peuples, comprendre pourquoi et comment ils choisissent l'intérieur de leur maison, leur décoration, etc. En conclusion, l'homme qui fait sa renaissance accepte le monde tel qu'il est, et il est tourné vers l'avenir. Il comprend qu'il a un rôle à jouer, mais qu'il reste un homme né en Occident, et donc qu'il doit comprendre et apprendre les codes de la société qu'il a choisie. Il se différencie du sauveur noir en tout point, et surtout en fonction de sa modestie, parce que le sauveur noir n'a pas cette modestie. Le sauveur noir est clairement le mélange de tous les concepts dont j'ai déjà parlé dans la vidéo. On peut situer le début du complexe du sauveur noir vers le début des années 2010, avec l'accès des Afro-Américains à des classes socio-économiques supérieures et donc forcément
à une ouverture sur le monde un peu plus profonde. Ils correspondent à plusieurs critères. Déjà, le sauveur noir essentialise sa couleur de peau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le sauveur noir, comme le sauveur blanc, vit par le biais de sa couleur de peau. Et attention, par la vision afro-américaine de sa couleur de peau. Le fait est qu'avec l'arrivée d'Internet, invention américaine, qui diffuse des contenus majoritairement américains sur des plateformes américaines détenues par des multinationales américaines et qui proposent des contenus universitaires en anglais américain, il est normal que le point de vue et la philosophie afro-américaine se soient de facto imposés en Europe et dans le reste du monde. Alors même que parfois, en Europe, on est même beaucoup plus avancé qu'en Amérique. Oui, je l'ai dit. En d'autres termes, la majorité de la jeunesse afro dans le monde considère que le point de vue afro-américain est au-dessus de celui des Africains continentaux. Tout simplement parce qu'ils sont mitraillés par leur propre point de vue et parce qu'il y a aussi un mépris par rapport aux Africains continentaux et à leur propre philosophie. Alors oui, vous allez me citer les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, etc. Mais ça reste très niche. Les personnes qui savent qui sont Sankara, Lumumba, etc., ce sont des personnes qui s'intéressent réellement au mouvement afro, pas le public en général. Donc, comme je l'ai dit, on se base sur la définition américaine de qui est réellement un noir, lié à leur propre histoire. Avec la démocratisation, comme je l'ai dit, des réseaux sociaux et l'admiration qu'on voue aux Afro-Américains, on a téléchargé leur lutte. Et on l'applique parfois dans des contextes qui n'ont absolument rien à voir, au point même d'occulter nos propres problèmes de racisme. Ici en Europe, et plus précisément comme je suis en France, en France. Le meilleur exemple que j'ai, c'est le fait que certains francophones font le Black History Month en France. Ce concept, comme je l'ai dit, est né aux États-Unis, mis en place par le président américain Ford. Il est censé mettre en avant les accomplissements de la communauté afro-américaine pendant tout le mois de février. Mais en France, il n'y a pas de Black History Month. On ne parle pas de nos propres afro-descendants, on préfère les occulter par complexe aux afro-américains. Vous pensez que j'abuse? Ok, je vous pose la question. Si je vous parle de Martin Luther King, tout le monde sait qui on parle. Certains vont même me parler de son discours I Have a Dream. On a même tous en tête les photos de Selma. Mais si je vous parle du chevalier de Saint-Georges, un des seuls chevaliers noirs de l'histoire de France, peu sauront de qui je parle. On me sortira Toussaint Louverture, Dumas, voire même on va me sortir Joséphine Baker, c'est-à-dire une afro-américaine qui a participé à la résistance française. Mais par contre, peu vont me dire qui est Paulette Nardal, première femme noire à être entrée à l'université en France. Jean-Baptiste Delay, le premier député noir de l'histoire de France en 1789. Blaise Diagne, premier noir à la Chambre des députés. Camille Mortenol, premier capitaine de vaisseau de la marine française en 1912, qui était noir. Je pourrais continuer très longtemps comme ça, mais comme je l'ai dit, on télécharge la lutte afro-américaine, on télécharge leur propre figure, sans même se rendre compte que nous, en France, on a déjà nos propres figures qu'il faut mettre en avant. Le sauveur noir, donc, ne fait aucune différence culturelle entre les peuples noirs et se base sur la carnation de la peau, les traits du visage pour classifier les peuples d'Afrique subsaharienne en fonction du plus purement africain, entre guillemets, au plus métissé, et le tout sur des critères absolument arbitraires. Il considère que des différences culturelles comme les religions abrahamiques sont des importations occidentales et moyen-orientales qui n'ont pas lieu d'être en Afrique et qu'il s'agit d'une marque de continuité de l'oppression coloniale. Alors en soi, c'est pas faux. Mais au lieu d'accepter l'Afrique telle qu'elle est, avec notamment cette importance des religions, ils vont manquer de respect, voire se moquer des croyants africains de ces trois religions, en les traitant d'aliénés et cervelés, comme s'ils étaient incapables de réfléchir par eux-mêmes. Le problème, c'est que le sauveur noir est souvent très hypocrite. Il dénonce ces classifications racistes, mais les suit, les retourne et les utilise à son avantage. Beaucoup d'afrocentristes pensent ouvrir les yeux aux noirs, mais en réalité, ils ne font que relayer les pensées et les classifications racistes du 19e siècle, et pire que ça, ils se permettent de choisir qui est africain et qui ne l'est pas. Et j'ai bien dit africain, j'ai pas dit noir. Ce n'est pas dérangeant de ne pas être classifié comme un noir selon les classifications américaines, parce que c'est une caste à part entière. Ce qui est dérangeant, c'est de choisir qui est africain ou non, basé sur des critères de gens qui ont détruit vos propres civilisations. Parce que soyons clairs, sans les Européens et les Américains et leur concept de pureté de la race et toutes leurs classifications racistes, qui a dit que ce physique-là serait forcément la base, la représentation de toute l'Afrique subsaharienne? Prenons un peu de temps pour le regarder. On remarque donc des cheveux crépus, un nez épaté, la peau foncée, des lèvres plutôt épaisses, attention, seulement en comparaison avec les lèvres du phénotype européen.
Grandeur Noire le dit dans sa vidéo quand elle parle des Éthiopiens originaux, elle parle bien d'une teinte de peau, de traits. Elle se base sur ce que elle connaît, ce qui lui paraît logique à elle. Mais ce qui lui paraît logique à elle, c'est le standard colonial qu'on lui a inculqué. Moi, ma question, c'est peut-être que ce physique est répandu en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, mais c'est bien une région précise d'Afrique. Pourquoi est-ce que ces gens-là, précisément, devraient représenter l'intégralité du continent? Pourquoi? Eh bien parce que ça permet aux sauveurs noirs de tirer profit de cette classification. Ça donne un pouvoir culturel. Ce physique est largement diffusé dans les médias, notamment grâce aux Afro-Américains, que ce soit positif ou négatif. Lorsqu'on pense au mot africain, on pense à ça directement. Lorsqu'on dit qu'on aime les femmes africaines, on pense à ce physique. On ne parle pas des maghrébines ou des femmes de la Corne de l'Afrique. Lorsqu'on pense à la performance dans le sport, on pense à ce physique. On se souviendra d'ailleurs beaucoup plus d'Usain Bolt que d'Abebe Bikila, et pourtant les deux ont marqué l'histoire du sport. Lorsqu'on pense à la musique africaine, on pense à l'afro-pop, on pense aux musiques du centre et de l'ouest de l'Afrique, mais pas à l'eskita, pas à la reggae, pas à la danse baladi. C'est donc un soft power très certain qui a été donné par ces classifications racistes, donné notamment par l'Occident. Mais ce soft power peut devenir à l'avenir un pouvoir politique. On va remettre en question l'existence d'autres ethnies au physique différent, on va remettre en question l'africanité de ces gens, alors même que parfois ils le revendiquent avec force, comme l'a fait l'Éthiopie. Ce physique est un des phénotypes africains, certes, mais il est montré en étendard. Plus on ressemble à ce phénotype, plus on est légitime entre guillemets à vivre sur le continent. Si on sépare ce physique de l'imaginaire africain, alors ce phénotype-là risque de perdre sa place sur la scène internationale, déjà qu'il est énormément conspué. C'est aussi pour cette raison qu'il y a un déni de l'africanité de certains modèles éthiopiens et somaliens pour éviter d'invisibiliser ce phénotype-là. C'est donc tirer profit de la colonisation. Ça démontre la facilité avec laquelle certaines personnes nées en Occident, ayant vécu en Occident, évolué en Occident, se permettent de choisir et de définir pour les autres Noirs et surtout pour les autres Africains, avec un sous-texte complètement colonial et raciste, qui a sa place ou non. Un peu comme les Belges quand ils avaient choisi qui des Tutsis ou des Hutus méritait le plus la place de supériorité ethnique. On critique énormément les Blancs parce qu'ils se sont permis de faire des classifications racistes et de détruire des peuples entiers en se basant sur ces mêmes classifications. Par contre, il y a toujours des gens dans notre propre communauté noire, si on peut parler de communauté noire, qui continuent de les suivre. Comment est-ce qu'on est censé se libérer de tout ça si on continue à les utiliser? Pour être très clair, ceux qui vous font des leçons sur qui est africain ou non sont les bons élèves des anciennes théories racistes. Et ça va me permettre d'arriver à mon point le plus important. La seule différence entre le sauveur blanc et le sauveur noir, c'est l'intention derrière. Si le sauveur noir veut valoriser sa toute-puissance blanche en faisant de l'humanitaire, le sauveur noir veut mettre en avant l'Africain en fonction de sa propre image, sa propre vision de l'Afrique, et donc mettre en avant sa propre puissance. Il veut se démarquer du blanc tout en faisant exactement la même chose, c'est-à-dire mépriser l'authenticité des cultures afro-subsahariennes et les opposer en sous-texte aux blancs, aux arabes ou à tous ceux qu'il considère être plus proches du blanc, alors qu'en réalité, ces cultures, ces histoires existent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de les opposer. Le sauveur noir essaie de te montrer qui est la personne à prendre en compte et qui est la personne sur laquelle on doit cracher. Le sauveur noir essaie de t'imposer sur ton propre territoire comment tu dois fonctionner, considérer tes relations interethniques et se permet, si ça ne lui plaît pas, de te réécrire ton histoire. Il ne comprend pas les interconnexions entre les peuples africains, les tensions, les affinités, il parle pas les langues, s'intéresse pas aux réalités, les nuances culturelles locales et le tout pour des raisons simples. Il pense connaître l'Afrique beaucoup mieux que les Africains, selon ses propres idées. C'est-à-dire que comme l'histoire de ces afro-centristes a été marquée au fer rouge par une violence quelle qu'elle soit, il refuse d'accepter que cette même colonisation, que ce même esclavage a été un chapitre de l'histoire africaine et que celle-ci a avancé. Non, on ne retrouvera pas l'Afrique du 1er siècle, ni du 15e, ni du 20e. On ne retrouvera pas l'Afrique à laquelle vos ancêtres ont appartenu. Pourquoi? Parce que c'est du passé. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas annuler le suicide collectif des clans Igbo. On ne peut pas faire revenir le roi Béhanzin. On ne peut pas annuler la traite arabo-musulmane dans la Corne de l'Afrique et à Zanzibar. Tous ces événements ont marqué et façonné l'histoire de l'Afrique moderne, mais ils sont passés.
Si on agit toujours comme s'ils étaient actuels, on restera prisonnier de cette période ad vitam aeternam. Quand Grandeur Noire vient en Éthiopie et applique à l'histoire éthiopienne, qui est particulière, l'histoire de la colonisation européenne en Amérique, elle ne comprend pas les relations entre les peuples. Elle va même jusqu'à justifier et ajouter des problèmes en plus. Elle ne comprend pas l'importance du tribalisme sur le territoire éthiopien, et pire que ça, elle se permet même de rentrer dans le bâchage médiatique des Abyssins, des Amaras, en les traitant de colons, alors que en ce moment même, et j'ai même envie de te dire, déjà pendant son petit voyage de touristique, ils étaient déjà en train de vivre les pires massacres de leur histoire, justement basés sur cette haine de ce sont des Nefténias, des colons. ብዙ ሰው ነው የተገደሉ ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው አርሶ የሚበላ የገደሏቸው ሲቪሎች ናቸው። ወታደርም አይደሉም፣ ታጣቂም አይደሉም፣ ሰላማዊ ገበሬዎች ናቸው የገደሏቸው። ብቻ አማራ በመሆናቸው ብቻ የተገደሉ እነሱ ላሪክ ገድሻለን ተመለሽ ሲሉኝ እኔንም በገደላችሁ እነሱ ጋር መሄድ ነው የምፈልግ ቆይ እኔም እነሱ ጋር መሄድ እፈልጋለሁ። አይው እኔ ነው ጨርሱኝ ያሁን ታሷሬ ሳውላ ዲቄ ሳላቀስ ይዘን ስንሄድ በተስኪያኑ ጥለቅልቅ ብሎ አገኘን ሬሳ በሬሳ ብቻ ባች ሰዓት ብቻ 54 ሰው ተቀበለ ከጊዮርጊስ ገበሬ ሰናይ ናቸው ምንም አያውቁ በምን እንደገደሏቸው አላውቁም። አማራ ህያ ነው ብሎ አማራ ነው ብሎ የሚገደሏቸው። Donc quand elle se permet de rentrer dans ce problème-là, elle encourage, donne une bénédiction à ces massacres. Toutes les semaines, on découvre des charniers à cause de ce genre de théorie raciste du colon et du peuple premier. On peut noter également qu'elle va prendre beaucoup de temps à parler des Abyssins, par contre pas un mot sur la prolifération des armes à cause du gouvernement soudanais, pas un mot sur les problèmes interclans, pas un mot sur le grignotage des terres par les agences de tourisme, pas un mot sur les parcs nationaux, rien du tout. Mais dans une autre vidéo sur l'Éthiopie, elle va célébrer notre unité. J'y reviendrai dans ma dernière partie. Et c'est ce qui va me mener au néocolonialisme du sauveur noir. Le sauveur noir va, comme je l'ai dit, imposer son propre point de vue, ses propres standards et ses propres valeurs. Au lieu de comprendre que les Mursis et les Amaras ne se mélangent pas par différences culturelles, elle, Grandeur Noire, comprend que c'est juste du racisme parce qu'on les considère comme des sauvages. Ma question est simple, pour tous ceux qui critiquent les autres Éthiopiens parce qu'ils n'ont pas voulu se mélanger aux Mursis, est-ce que vous seriez capable d'abandonner tout votre mode de vie pour aller vivre avec les Mouns? Donc vous privez de toutes vos valeurs, vos repères, votre façon de voir le présent, le passé, l'avenir, ne serait-ce que votre nom, pour adopter pleinement leur vie à eux. Non. Pourquoi? Parce que c'est trop différent. Vous avez des valeurs, des coutumes, des langues qui sont extrêmement différentes et personne ne vous jugera pour ça. Même les Mursis, je suis même pas sûre qu'ils aient envie de se mélanger avec vous. Notons qu'en montant les Éthiopiens contre les autres, en fait, Grandeur Noire fait perdre aux Mursis et au peuple de la vallée de l'Omo et par extension au peuple nilotique les bonnes relations qu'ils avaient réussi à tisser avec les autres Éthiopiens. Rappelez-vous de l'interview que je vous ai mis. Les Mursis dans les années 70 avaient de bonnes relations avec les autres Éthiopiens qui les traitaient de façon normale et qui n'allaient pas les harceler avec des photos. Après, on sent que Grandeur Noire a essayé d'être un peu hors système, un peu anarchiste dans sa cuisine en parlant du gouvernement éthiopien. Bon après, si elle veut finir en prison bêtement, c'est son problème, mais on va bientôt voir que c'est qu'un leurre ce discours. Mais d'ailleurs, parlons de l'Égypte antique et de l'Éthiopie. Je vais partir du principe qu'elle dit la vérité. Bon, j'ai des doutes, j'ai du mal à comprendre comment une civilisation aussi reculée, qui n'est pas intéressée par les événements précis d'il y a 200 ans, pourrait lui expliquer à elle qu'ils sont les descendants du royaume de Kemet il y a 5000 ans, plus toutes les différences culturelles, hein. Mais ça va me permettre de parler d'un point. En fait, c'est assez courant pour les afrocentristes et les kémites d'essayer de justifier leur lien avec l'Égypte antique en faisant appel aux peuples éthiopiens. C'est une théorie qui est très vieille, on n'est pas étonné. Mais ce qui est dérangeant, c'est que ces parallèles sont dédiés, encore une fois, à proliférer une idée raciste, la théorie du grand remplacement, celle dont je vous ai parlé en introduction. Cette théorie ne prend pas en compte les évolutions des peuples, leurs spécificités ou juste la cohérence historique. Pire, elle justifie la différence de mode de vie entre le royaume de Kemet et le mode de vie actuel des Mursis comme une régression forcée par le sort. Et le sous-texte derrière, c'est qu'elle essaie de s'excuser. C'est une façon de s'excuser aux yeux des autres de nos propres cultures africaines. Une façon de vendre aux peuples occidentaux noirs à la recherche de leurs racines une image moins
sauvages de l'Afrique. C'est pour séduire cette audience-là que le parallèle avec le royaume de Kemet est fait. On nie toute la culture des Moons, on nie l'importance de leur plateau, on va même jusqu'à les comparer à de la fantaisie, alors que ça n'a rien à voir, c'est un standard de beauté. On s'excuse presque du fait qu'ils aient un mode de vie nomade en affirmant que c'est pour se cacher du gouvernement et des méchants Habesha. Je vous dis juste, ils savent très bien où ils sont. S'ils avaient envie de les fumer, ils les auraient bombardés directement. C'est très simple de les trouver. Mais par contre, Grandeur Noire ne va surtout pas expliquer que le tourisme de masse les dérange et grignote sur leur territoire. Parce que s'il n'y avait pas de touristes, il n'y aurait pas eu de parc national. Il n'y aurait pas eu de camp de chasse. Il n'y aurait pas eu d'agence de tourisme. Et il n'y aurait peut-être pas eu de photos de Grandeur Noire d'ailleurs. Grandeur Noire va même jusqu'à nier un des plus grands massacres de l'histoire des Moons en 87 en expliquant que les Moons sont pacifiques et qu'ils se défendent des animaux sauvages. C'est pas une vidéo pour mettre en avant les Moons, c'est une vidéo pour nier leur identité et les faire rentrer dans votre propre narration kémite, en insultant les Habesha au passage. Et encore une fois, elle se présente comme une sauveuse du peuple noir, quelqu'un qui va vous dire la vérité, quelqu'un qui va sortir les vérités. Mais justement, je vous avais dit qu'on reparlerait du rapport entre les Éthiopiens et leur identité africaine. Les Éthiopiens ne se considèrent pas comme des Africains ? Je vous avais dit qu'on y reviendrait. D'après Grandeur Noire, une partie des descendants de colons ne se considéreraient pas comme des Africains. Mais il y a encore une grande partie de ces descendants de colons qui refusent non seulement de se mélanger au peuple premier, mais qui se permettent de faire de la discrimination, qui les persécutent et qui surtout ne se considèrent pas comme africains. Je précise encore une fois qu'elle ne précise pas de quoi et de qui elle parle. J'en déduis qu'elle parle à minima des Amara, à maxima de tous les Habesha. Alors, bien sûr, elle utilise la fameuse expression « une partie de la population ». C'est combien une partie? C'est 1%? C'est 60%? C'est combien une partie? Alors, premièrement, j'aimerais vous donner la définition d'un Africain selon Grandeur Noire. Les cheveux crépus, le nez large, le teint foncé. En d'autres termes, la définition d'un Africain et de son apparence, c'est un standard choisi par les Européens. C'est le noir, avec un grand N. Voici une carte de 1920 tirée de The Rising Tide of Color. Vous remarquerez que l'Afrique du Nord est séparée entre les blancs vers l'Algérie et le nord du Maroc, les marrons sur la Libye, l'Égypte, le sud de l'Algérie et du Maroc. Vous remarquerez que le Sahara est quasiment vide, puis on passe à l'Éthiopie, Djibouti, la Somalie, comptez comment? Marron, les browns. À partir du sud de la Somalie, vous remarquerez que le reste de l'Afrique serait donc de race noire, sauf en Afrique du Sud où visiblement les blancs étaient en majorité en 1920. Bien évidemment, cette carte est fausse et biaisée. Elle vient d'un livre qui parle de la menace des autres races sur la race blanche. Pour la corne de l'Afrique, on les considérait comme des marrons. Mais vous remarquerez que si on dézoome la carte, dans la catégorie marron, on compte les Arabes, les Turcs, les Indiens, les Philippins, les Malaisiens et la moitié de Madagascar. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Vous pensez sincèrement que les Habesha ont plus à voir avec les Philippins qu'avec les Peuls? Le problème est que le monde entier a donc été soumis à ces classifications et à la séparation des peuples qui a été apprise dans toutes les écoles des empires coloniaux, et certains Éthiopiens ne se retrouvent pas dans ces catégories de noirs pour une raison très simple. Le concept de noir en tant que classe socio-culturelle est très nouveau pour les Éthiopiens et ceux de la corne de l'Afrique en général. Ce terme représente quelque chose en Occident, aux États-Unis, mais en Afrique subsaharienne, être noir, avoir la peau noire, avoir la peau foncée, ça veut rien dire. Les différences sociales, culturelles, politiques, religieuses, oui, on peut se baser là-dessus, mais pas la couleur de peau. Le point le plus important, c'est ton ethnie, pas ta couleur de peau. Mais quand on est face à un mouvement qui est créé par des afrodescendants qu'on a mis dans ces classes sociales, bah on comprend pourquoi. Pourquoi et comment l'apparence et le phénotype est aussi important dans leur classification du monde. En résumé, une des raisons qui expliquerait que certains Éthiopiens ne se sentent pas noirs, c'est qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à suivre ces classifications racistes. Voilà une vidéo qui sera beaucoup plus claire. Do you consider yourself black or Ethiopian? How do you identify? Well, black is a concept. It's a made-up construct. It doesn't exist. Okay. Because I'm not black. I'm Right. brown. Right. So they use the color black to categorize us and tell us how to live, how to talk, how to exist. But I choose to identify with being Ethiopian. Nice. But that's a choice because I can choose to identify with whatever I want. Right. But you'd be surprised. So I have a TikTok page called Life Talk. Okay. We talk about issues within the Ethiopian and Eritrean context. Mm-hmm. And a lot of the comments are people having issues with us not identifying with black. Oh. Some choose to identify with black, some don't.
Dans les commentaires, quelqu'un répond. Le problème réside dans ta formulation de la question. Je suis noir, mais je suis aussi sud-africain. Si tu me demandais si je suis noir ou sud-africain, je serais confus, puisque l'un n'empêche pas l'autre. Donc quand tu demandes ça à quelqu'un qui est d'une culture qui ne comprend même pas le concept de race, il va forcément s'identifier beaucoup plus à sa culture qu'à la race. Quelqu'un d'autre répond. Lol, pourquoi un Sud-Africain s'identifierait comme un noir? C'est bizarre. On a les Xhosa, on a les Venda, les Zoulous, etc. Noir est un statut. Alors, il faut être très clair. J'ai beaucoup parlé de tous ces éléments qui pourraient effectivement créer une différence culturelle, mais la grande majorité des Éthiopiens savent qu'ils sont africains, sont fiers d'être africains et le revendiquent. Comme le dit le proverbe, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, donc on va parler de cette forêt qui pousse. Parce que d'un point de vue politique, les Éthiopiens en général, y compris l'Empire, ont toujours été impliqués dans la géopolitique africaine, surtout pendant les décolonisations. On le rappelle souvent, mais les Éthiopiens ont soutenu la liberté des peuples noirs et africains. Le panafricanisme si cher à Grandeur Noire a été mis en place, et je dis bien mis en place, majoritairement par l'empereur Haïlé Sélassié, cet empereur qui avait compris qu'il fallait commencer à préparer, à promouvoir la décolonisation, non seulement pour éviter des attaques, mais aussi dans l'espoir que les autres Africains soient également libérés des oppressions violentes qu'ils vivaient. Parlons alors de quelques mesures que les Éthiopiens ont mis en place pour l'Afrique et pour sa prospérité. Les Éthiopiens, avec d'autres bien évidemment, ont créé l'Union africaine en 1963, où l'idée principale était, dans son ensemble, de créer une cohésion sans l'aval ou sans l'accord de puissance européenne. Son siège est toujours à Addis Ababa. En 1960, quand le Congo de Patrice Lumumba subit une révolte soutenue par les Belges, Lumumba demande la participation de l'ONU. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, la première nation à venir se porter volontaire pour aider le Congo est l'Éthiopie. Ils ont envoyé des brigades de toutes les régions du pays, de l'Érythrée, du Tigray, de Gojam, de Djima ou encore d'Addis Ababa. Ils ont réussi à calmer la situation à Stanleyville et à protéger, et je dis bien protéger la population congolaise dans le Katanga. Ils ont été reconnus comme d'excellents stratèges et de grosses forces militaires. Ils ont continué à envoyer de l'aide humanitaire jusqu'en 1967. En 1962, Mandela débarque en Éthiopie sous un faux nom. Il est formé par les Éthiopiens au judo, au sabotage, à la survie, et il sera caché au Ras Hotel, à Addis Ababa. Il rencontrera Haïlé Sélassié en secret. On lui fournira même des faux papiers et des armes. De façon beaucoup plus symbolique, depuis les années 60-70, les Éthiopiens ont accepté sur leur sol des rastafariens jamaïcains sur leur propre terre. Ils leur ont même donné des terres à s'achéminer ou vivre. Si on voit les choses comme le fait les afrocentristes comme Grandeur Noire, alors ils auraient dû refuser. Bah ouais, parce que les descendants d'esclaves ne viennent pas d'Éthiopie, ils viennent en majorité d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Donc si on voit les choses comme le ferait Grandeur Noire de façon essentialiste, bah en fait ils auraient dû dire non, vu que c'est pas leur terre d'origine. Mais ils leur ont bien donné des terres, ils leur ont donné un endroit où vivre. Ils ont accepté parce qu'ils croient à l'unité africaine. Et je dis bien africaine, parce qu'ils ne les ont pas acceptés parce qu'ils avaient des dreads au bout d'un moment. Les Jamaïcains ont apporté avec eux leur culture musicale, comme le reggae. Les artistes Haile Roots et Abeba Desalegn se sont clairement inspirés de cette esthétique et de cette culture pour faire leur propre musique. En échange, l'esthétique nord-éthiopienne et impériale va imprégner la culture des Caraïbes avec la fameuse croix chrétienne ou le drapeau impérial. La royauté n'hésite également pas à se métisser avec des non-éthiopiens comme le fait le prince Joël Mekonnen, arrière-petit-fils d'Haïlé Sélassié, a épousé une femme afro-américaine roturière, lui qui pourtant a vécu en Suisse entouré de blancs. Le lien qui unit les cultures éthiopiennes et caraïbéennes, voire nord-américaines, sont profondes. De nombreux artistes noirs sont venus en Éthiopie pour faire des conseils. Akon, Rihanna, Beyoncé et j'en passe.
Détachez-vous des rageux de TikTok et de Twitter et regardez les choses telles qu'elles sont. Ce qui vous dérange, c'est que les Éthiopiens ne veulent pas plier les chines pour vous faire plaisir. Ils sont d'abord des Éthiopiens et ensuite ils ont la peau noire. Et c'est comme ça que ça se passe normalement. C'est à vous de mettre en avant votre nation et votre culture avant votre couleur de peau. C'est pas à eux de se conformer à vous. Les Éthiopiens se sentent profondément africains, ils l'ont prouvé factuellement. Avec des dates, avec des lieux, ils l'ont déjà prouvé. Certains vont se retrouver dans des classifications, comme noirs, etc. Et d'autres vont s'y distancer. Certains vont se sentir proches de certains peuples, et d'autres non. Mais le fait qu'ils s'identifient comme des noirs en Occident ou non, au final, est-ce que c'est important? L'important, c'est ce qu'ils ont fait pour l'Afrique. Et ils l'ont fait. Et ils le feront toujours. Pour conclure, un Éthiopien qui se respecte ne dira jamais qu'il n'est pas un Africain. Tu n'as répété que ce que tu n'avais envie d'entendre, grandeur noire. Et il faut sortir de cette idée de Africain égale ce physique. C'est pas forcément vrai. Noir est une construction sociale faite par les Européens et les Américains. Pourquoi vous continuez de vous y soumettre? Si ce n'est parce que vous avez des avantages là-dedans. Pourquoi est-ce que Grandeur Noire, qui veut présenter la grandeur des Noirs, refuse de se séparer des classifications racistes? Peut-être parce que le problème de Grandeur Noire est beaucoup plus sérieux que ça. Bon, on arrive au moment que j'attendais le plus personnellement. Je pense que j'ai assez démontré dans cette vidéo que Grandeur Noire se trompe sur beaucoup de points de sa vidéo, mais aussi qu'elle joue sur beaucoup de notions assez floues, notamment en ce qui concerne la réécriture historique qu'elle fait. Mais rappelez-vous, j'ai bien dit et répété que Safia n'est pas le sujet. Je parle de Grandeur Noire, je ne connais pas Safia. Je connais pas son histoire, je connais pas sa façon d'appréhender le monde, je ne connais d'elle que ce qu'elle écrit et que ce qu'elle montre dans son média. Je n'ai aucune envie ni de la blesser ni de lui faire du mal, simplement je suis là pour pointer les incohérences dans son discours. Et malheureusement, sa ligne éditoriale est incohérente. Et je pense qu'on peut vraiment parler de ligne éditoriale vu que c'est un média, Grandeur Noire. Pour ceux qui ne savent pas, une ligne éditoriale, c'est un ensemble de règles et d'idées que doivent respecter les rédacteurs d'un média. Cette ligne éditoriale permet de garder une cohérence et une harmonie entre tous les contenus produits par ce même média, comme le choix des sujets, le moyen de diffusion, le ton utilisé ou la manière d'organiser les idées. Si on trahit sa ligne éditoriale, on peut se retrouver dans un cas où on va complètement se contredire d'un article à l'autre. Par exemple, si demain Tia et Sian ou B-Beauty, qui ont construit leur chaîne autour du cheveu afro, autour de l'appréhension des femmes noires, de leur propre beauté, mais aussi de leur santé spécifique, commencent à mettre en avant des femmes blanches et à dénigrer des femmes noires, là, on trahit la ligne éditoriale. Si demain, Mademoiselle, qui est un média féministe, commence à publier un article masculiniste red pill, c'est trahir sa ligne éditoriale. Si demain Nofi, qui est un média noir dédié au fait de promouvoir l'histoire des Noirs, commence à glorifier Léopold II, le roi des Belges, il va trahir sa ligne éditoriale. Et malheureusement, ici, Grandeur Noire, via les 2 vidéos qu'elle a fait sur l'Éthiopie, trahit sa propre ligne éditoriale, et on va voir plus tard pourquoi. Mais revenons d'ailleurs à cette fameuse ligne éditoriale. De quoi je parle? Grandeur Noire est un média qui est dédié à l'acceptation, mais aussi à la mise en valeur de l'histoire des Africains noirs subsahariens avant la déportation et la réduction en esclavage aux Amériques. La créatrice l'a dit dans l'interview que je vous ai mis en intro. Peu à peu, cette chaîne est devenue un cri de ralliement pour toute la communauté afro-consciente francophone et a évolué peu à peu en une association, avec des galas de charité et d'autres associations caritatives.
L'idée est vraiment d'axer sur la transmission avec les enfants noirs. Le problème, c'est que quand on fait les comptes de ce que le média Grandeur Noire vous propose, le personnage de Grandeur Noire est devenu controversé dans la sphère afro, notamment à cause des problèmes de source et des problèmes de biais cognitifs, mais aussi le fait qu'elle est juste pas assez factuelle. En d'autres termes, elle est trop biaisée et elle incorpore beaucoup trop de son propre point de vue et de ses propres croyances dans ses vidéos. Alors je ne sais pas où s'arrête la limite entre Safia, Enjoy Life et le personnage de Grandeur Noire, moi je ne vois que ce qu'elle montre. Et en soi, il y a beaucoup de vérité et beaucoup d'infos de l'histoire des Noirs qu'on ne connaît pas, et ça c'est vrai. Le personnage de Grandeur Noire est clairement écrit dans la veine du kémitisme panafricain. Alors qu'est-ce que c'est? Pour aller très vite, le kémitisme panafricain, c'est différent du kémitisme religieux. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une religion, mais plus une spiritualité, une façon de vivre. Le kémitisme panafricain, c'est se rapprocher de ses ancêtres, se détacher des éléments culturels occidentaux et revenir à une réalité beaucoup plus proche de soi. Donc ça peut passer par le corps, le fait de revenir à des produits et des recettes naturelles, ça peut passer par l'esprit, le fait de se remettre en question soi-même, mais aussi en fonction de sa place dans le monde, en le voyant par le prisme des religions traditionnelles, comme par exemple la vénération des ancêtres si chers à Grandeur Noire. Elle le dit d'ailleurs juste là. Finalement, j'ai écouté le chuchotement de mes ancêtres qui m'ont dit « Meuf, vas-y ». Ça peut passer par mettre en avant l'économie de certains gouvernements ou de certains départements, dans le cas de la France, à majorité noire. Ça peut être tout ça, le kémitisme panafricain. Donc, en soi, qu'on soit bien d'accord, c'est pas quelque chose qui me choque, c'est pas quelque chose qui me fait bondir. Je trouve que c'est plutôt bien le fait que la jeunesse et l'identité afro se remettent en question et se rapprochent beaucoup plus de sa propre identité culturelle. Non, moi ce qui me dérange par rapport à la ligne éditoriale de Grandeur Noire, c'est le fait qu'elle applique le même récit sur toute l'Afrique sans aucune nuance, alors qu'il y a pléthore de civilisations en Afrique qui sont différentes. Pour aller plus vite, et je vous donne 2 exemples. Est-ce qu'on peut dire que les Haoussa sont en train de coloniser les autres ethnies en Afrique de l'Ouest, puisque leur langue est beaucoup plus en progression, notamment au Cameroun, que ne le sont les autres langues de la région? Est-ce qu'on peut dire que le royaume du Dahomey au Bénin est un royaume colon, puisqu'en 1727, les Dahomey ont pris d'assaut le royaume de Ouida, et ils ont soumis la majorité de la population? Est-ce qu'on peut dire également que les Moursi sont des colons? Alors là, vous allez me dire, là tu vas beaucoup trop loin, mais en soi, réfléchissez bien. Si on prend le même schéma que Grandeur Noire, les Moursi disent eux-mêmes être arrivés dans la vallée de l'Omo parce qu'il fallait qu'ils fassent paître leurs animaux. Donc on parle bien de richesse. C'est une richesse matérielle. L'eau, les pâturages, c'est quelque chose de matériel, une richesse. Donc ils viennent s'accaparer des richesses. Ensuite, ils viennent s'accaparer des terres. On le voit avec les problèmes de territoire avec les Amers, les Nyangatom et les Bodi. Et en plus, cerise sur le gâteau, quand ils croisent un groupe autre que Moursi, le groupe a 2 choix. Soit il s'efface entièrement, c'est-à-dire qu'il accepte de s'intégrer dans le mode de vie Moursi, d'accepter lui-même de faire partie du clan Moursi qui l'a trouvé, ou le clan est tué. Donc on pourrait presque parler d'acculturation. Ma question est, si on suit le même raisonnement que Grandeur Noire, est-ce que les Moursi sont des colons? C'est ça que je reproche à Grandeur Noire, c'est le fait d'utiliser toujours le même schéma pour énormément simplifier les choses, et au point où en fait ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. On peut ajouter aussi le fait que, par rapport à cette fameuse ligne éditoriale, j'aurais rien dit si Grandeur Noire n'avait pas posté en 2022 cette fameuse vidéo. Dans cette vidéo, Grandeur Noire a invité 20 de ses abonnés à venir en Éthiopie. Et ça, c'est plutôt positif. Elle est sponsorisée par Ethiopian Airlines, donc par le gouvernement éthiopien, vu que c'est une entreprise nationale. Elle va siéger dans un hôtel de luxe. Elle va faire plein d'activités en Éthiopie. On retrouve des images de ses voyages dans ses génériques, les peuples de l'Omo, les Gamogofa, etc. Ou encore, on peut la voir essayer des robes traditionnelles Habesha avec ses invités. Jusque-là, tout va bien. Elle dit même qu'elle trouve une certaine unité dans le peuple éthiopien qui manque à la communauté
afro en général. Vins différents et chacun parade dans sa tenue traditionnelle avec ses couleurs symboliques. Donc déjà, ce sentiment d'unité, ce sentiment d'appartenance à une seule bannière, peu importe les différences culturelles et religieuses, eh bien, je trouve ça inspirant. Je pense véritablement qu'à l'échelle du continent africain, on peut se rassembler sous une seule bannière africaine, peu importe les religions des uns et des autres, peu importe les cultures, les langues, les pratiques des uns et des autres. L'essentiel est de respecter ce qui ne nous nuit pas, de laisser exister ce qui est différent de ce que moi je connais, de ce que moi je pratique. Et elle participe même à Muskol. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Muskol, en français ça s'appelle la fête de la vraie croix. C'est une fête qui commémore la découverte de la croix où a été crucifié Jésus, cette fameuse croix qui était enterrée et volée par les Romains. On brûle un tas de bois qui est censé montrer où était enterrée la vraie croix. C'est ça, c'est donc une fête très religieuse, très chrétienne. Je tiens à préciser et à répéter, c'est une fête religieuse. Donc on va trouver des gens en habit de prière, c'est-à-dire avec un voile chrétien pour les femmes et une tenue décente pour les hommes. On n'y va pas en jean, t-shirt, c'est une question de respect. Je dis, je répète, c'est une fête religieuse. Grandeur Noire explique bien dans sa vidéo qu'elle ne connaît absolument pas la religion orthodoxe et que ça ne l'intéresse pas. Alors faut pas me demander de rentrer dans les détails de qu'est-ce que les chrétiens orthodoxes, à quoi correspond cette fête mesquelle, parce que je ne m'y connais pas et je vais pas vous cacher que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas chrétienne, je respecte volontiers. On m'invite à un mariage, à un baptême, à un enterrement, à n'importe quelle cérémonie chrétienne. Il n'y a aucun souci pour que je sois présente, mais par contre ça s'arrête là. Et honnêtement, elle a le droit. Si vous n'êtes pas religieux, si vous n'êtes pas chrétien, vous avez le droit de ne pas vous intéresser à l'orthodoxie ou même de ne pas être particulièrement friand de voir ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Ce qui est dérangeant, c'est d'en faire des caisses sur l'unité de la nation, et ce sont des exemples qu'il faut suivre, et ils sont panafricains, et ceci et cela, alors qu'elle est partie en Éthiopie en 2022, donc au moment où la nation se remettait à peine d'une guerre civile, et puis un an plus tard en 2023, retournement à 90 degrés, on sépare les gens en colons, descendants de colons, peuple premier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui est dérangeant, c'est de présenter Muskol comme une espèce de parade où tout le monde défile en habit traditionnel de sa propre région. Ce n'est pas du tout le propos. Cette tenue n'est pas une tenue traditionnelle, c'est un habit de prière. Si elle voulait voir à quel point l'Éthiopie est diversifiée, il aurait fallu qu'elle vienne le jour de la fête nationale. Là, elle aurait vu des Amara, des Oromo, des Tigriens, des Wolaïta, peut-être même des Gambela. Éventuellement, elle aurait pu aller à Choualid, à Harar. Elle aurait pu aller à Ashenda, au Tigray. Elle aurait pu participer à l'Irecha vers Addis. Mais présenter Muskol comme un festival national où tout le monde parade pour montrer sa propre ethnie, ce n'est pas une bonne analyse des choses. Ce qui est dérangeant, c'est en 2022 de montrer le fait que des invités se sont sentis retournés par ce voyage, que les Éthiopiens étaient accueillants et blablabla et blablabla, et puis après, en 2023, d'expliquer que les Habeshas sont des vilains colons, qu'ils t'ont quasiment empêché d'aller voir les Mursis, que limite t'as dû partir en enquête de terrain en mode Élise Lucet, alors que sur le site de Ethiopian Holidays qui t'a sponsorisé, on te propose d'aller voir les Mursis. Et je suis prête à parier que comme ils t'ont sponsorisé, ils t'ont tout offert. Donc il n'y a pas d'enquête de terrain. Ce qui est dérangeant, c'est que pendant 17 minutes, tu présentes les Éthiopiens du Nord comme des colons, des persécuteurs, et d'un coup, sans crier gare, tu commences à faire la promotion d'Ethiopian Airlines. Va en Afrique, découvre par toi-même, dépasse les clichés des médias, prends l'avion avec Ethiopian Airlines si tu vas en Afrique. Qui a été créé, je le rappelle, par ces fameux Éthiopiens du Nord que tu traites de colons. En d'autres termes, c'est comme si tu faisais une vidéo sur les béquets et leur façon de se faire de l'argent sur les Antillais noirs, et puis après tu commences à faire une pub pour les bananeraies. Enfin, c'est incohérent, non? C'est ce côté-là, moi, qui me dérange. Parce que ça donne une fausse image d'elle. Ça donne l'image de quelqu'un qui fait des petites vacances tout gratuites, tout frais payés, et quand elle rentre, elle commence à cracher sur tout le monde, voire même de traiter les Mursis comme des bons sauvages et les Habeshas comme des vilains colons. Il y a un problème, et je pense sincèrement d'ailleurs que Grandeur Noire n'est pas quelqu'un qui veut spécialement couler l'Éthiopie ou entacher son image. La preuve, c'est qu'elle semble avoir quand même bien aimé son tour en 2022, mais ma question c'est,
Qu'est-ce qui s'est passé entre 2022 et 2023? Respecter sa ligne éditoriale, ça aurait été de supprimer une des deux vidéos. Soit on supprime la vidéo des abonnés en Éthiopie, soit on supprime « Oui, l'Éthiopie a été colonisée », mais on peut pas garder les deux. Ça c'est incohérent. Conclusion, j'aimerais vous dire que l'Éthiopie, ce n'est pas une terre mystique. C'est un pays avec ses travers, ses bons côtés, et il faut que vous gardiez en tête qu'une histoire nationale aussi longue que celle de l'Éthiopie, ce n'est pas linéaire. Dans le cas de l'Éthiopie, même si l'Empire a duré très longtemps, déjà il y a eu énormément de changements de frontières, changements de dirigeants, changements de culture dominante et changements de régime. Le fait de s'attaquer à l'identité Amhara alors que celle-ci n'est plus en position de pouvoir depuis les années 70, soit quasiment 50 ans, ben c'est mal connaître l'Éthiopie et ça pourrait même être vu comme de l'ingérence étrangère. Vous avez le droit de ne pas être intéressé par la culture du nord de l'Éthiopie, par la culture Habesha, par la culture Amhara aussi, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de vous sentir plus proche en tant que public de les cultures couchitiques, vous avez le droit de vous sentir intéressé plus par les Somalis, l'histoire des Oromo, l'histoire des Guédéos, on en parle très peu des Guédéos, mais pourtant c'est intéressant, peut-être même des Mursi, des Amers, etc. Vous avez le droit même de vous sentir beaucoup plus proche d'un Mursi que d'un Habesha, il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose qu'on vous demande, c'est arrêtez de descendre les gens. Arrêtez de descendre les gens, parce qu'on dirait que ça ne fonctionne que de façon binaire. Soit je t'adore, soit je te déteste. Mais c'est pas comme ça, la vie c'est pas comme ça, c'est pas un méchant contre un gentil. Vous avez le droit d'accepter et d'aimer beaucoup plus ce type de personnes, il n'y a pas de souci, mais n'allez pas refaire complètement l'histoire pour dénigrer les Habesha en leur disant que ce sont juste des métis, des colons contre des colons. Ça c'est la phrase qui m'a fait bondir au plafond, des colons contre des colons. Donc, c'était ma vidéo sur Grandeur Noire. Ce sera ma dernière vidéo. Je ne vais pas en refaire d'autres parce que ça a pris des plombes et j'en peux plus. Et je vous souhaite sincèrement une très très bonne journée pour ceux qui commencent la journée, une très bonne soirée pour ceux qui finissent la soirée. Et bisous, bonne nuit et salam! ደጅነደድን በለኮሰው እሳት አቦያ ጉልጥጋብ ወይ ድሮ መርሳት ሊበትኑን ሲሉ እንዳረጉንና እያፈሱት ሄዱ በሰፈሩት ቁና የባንዳውን ፈረስ ቢጋልቡም ጭነው አይቻልም ጥቁሬ ኢትዮጵያዊ እኮ ነው ሀበሻዊ እኮ ነው የሀገር አርበኛ የድል ችቦ ለኳሽ ሀገሬ ገበሬ አራሽ ከታች ተኳሽ ቀረርቶ ብቻ ነህ ሲሉት ኑረውታል ፈክሮ ስተኩስ ያመለጠ የታል የግፍ ቀንበር ሸክሙን አረፉት ዘለቀ የነጻነት ክብሩን በቀንዱ አጸደቀ ምን አለ ጎበዝ ምን አለ አማራውን አትንኮኝ አለ ጀግኖ መረቀ አትንኮኝ አለ ሀገር የለሰው አልሰጥም አለ በአንድነት ወጣ ከንፈሏ ተነሳ ኢትዮጵያን ብሎ መጣፎቅሮ ስመር ኢትዮጵያን ብሎ መጣፎቅሮ ሀገሬን ብሎ እንደ ሰደድ እሳት ወኑ ተቀጣጥሎ ሀገሩን ሲነኳት የራብ ዘራፍ ጃሮ የምስራቁ ጎበዝ የምዕራቡ ጀግና የደቡብ አርበኛ የሰሜን ሳተላ ጃሮ